Madame Balta, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici. Effectivement, peut-être que j'ai déjà connu dans ce cadre un petit peu de la formation pour les enseignants. Alors ici, la demande est un petit peu plus spécifique puisque ça concerne la protection des données personnelles. Alors j'ai accepté parce que j'ai l'habitude de travailler un petit peu sur cette question, mais d'un point de vue tout à fait, enfin, sous un angle assez particulier qui est celui de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors je me suis dit, bon, ça va peut-être être quand même un petit peu serré, on va dire, comme angle. Donc je vais essayer d'ouvrir un petit peu. Et puis, effectivement, l'idée c'est que j'interviens et puis ensuite vous poser des questions. Mais je pense que si vous voulez m'interrompre, ça sera tout aussi bien m'interrompre sur une question sur laquelle il faudrait revenir ou approfondir. Et quant à l'étendue du sujet, il est effectivement très vaste. Et donc je ne pourrais pas tout aborder. Il y a aussi, vous le savez très bien, des côtés très techniques que je ne maîtrise pas suffisamment. Moi, ce serait plus pour vous donner un petit peu des éléments sur les enjeux que ça suppose, cette protection des données personnelles. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu plus ou moins le plan que j'avais prévu, mais bon, alors j'essaie de me moderniser aussi, même s'il faut faire attention à tout ce qu'on fait, mais ça restera là entre nous pour l'instant, encore que c'est filmé, donc ça sera plus large. Donc j'ai essayé de vous faire quelques diapositives. Je pense que tout le monde peut à peu près voir. Alors c'est toujours assez difficile avec les diapositives pour qu'elles restent utiles. Donc elles sont pas là elles sont là pour placer un petit peu le cadre. Il y a des fois elles sont un petit peu plus longues. J'ai remis des définitions en entier. Je les laisserai plus longtemps si vous voulez les recopier. Puis ça permet aussi éventuellement de discuter. Donc pour commencer, alors on a l'habitude en droit de toujours commencer par des définitions. Et finalement, ça pose quand même assez bien les choses et donc je pense que c'est une assez bonne habitude. Ici, l'idée des données personnelles, c'est de savoir notamment du point de vue de la jurisprudence européenne, c'est de savoir à quel droit spécifiquement, cette protection des données se rapporte. Alors, on n'avait pas 36 possibilités. Évidemment, la protection des données personnelles se rattache à la protection de la vie privée. Et par contre, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que qu'est-ce que la vie privée et comment on peut intégrer justement cette question des données personnelles dans la protection de la vie privée. Donc ça sera le premier objectif, et là je vais utiliser particulièrement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer justement cette notion de vie privée et de voir comment... s'il y a quelqu'un qui tente d'entrer, voir comment la protection des données personnelles entre dans cette catégorie. Et puis ensuite, effectivement, il faudra entrer un peu plus en détail dans la définition des données personnelles. On verra les différents textes et on verra que finalement les définitions évidemment se recoupent. Alors en ce qui concerne... Eh bien oui, je ne vous ai pas fait de petites diapositives sur la définition de la vie privée. Désolée, bon, ce n'est pas parfait. La vie privée, alors on peut partir, du point de vue du droit français, on va partir de la Déclaration universelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avec l'article 2. Le rattachement ici est la notion de liberté. Parce qu'évidemment, en 1789, on ne parle pas véritablement de vie privée, encore moins de données personnelles, mais on parle de liberté. Et le Conseil constitutionnel a rattaché la protection de la vie privée à la protection de la liberté. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 8 qui garantit donc la protection de la vie privée et de la vie familiale. L'article 8, il est construit en deux paragraphes. Un premier paragraphe qui établit donc la protection du droit qui doit être garantie par les États à tout individu se trouvant sur leur juridiction. Et un deuxième paragraphe qui prévoit les conditions dans lesquelles on peut restreindre cette liberté. Donc là, on est, en ce qui concerne la protection de la vie privée, on est sur des libertés qui ne sont pas absolues, qui doivent être mises en balance avec d'autres libertés ou avec des intérêts légitimes à protéger. D'accord ? Alors, l'article 8 de la Déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme consacre la vie privée en ce qui concerne l'intimité de la personne. D'accord ? Là, on est autour de l'intimité de la personne. Cette vie privée n'aura pas de définition exhaustive. Donc la Cour européenne des droits de l'homme va au fur et à mesure
ajouter des éléments dans cette définition de la vie privée. Elle va interpréter l'article 8 en fonction de l'évolution de la société. Puisque la Cour européenne des droits de l'homme considère que la Convention européenne des droits de l'homme est un instrument vivant, ce sont ces termes, un instrument vivant qu'il faut interpréter en fonction des besoins et de l'évolution de la société. Donc cette notion de vie privée, qui est assez mouvante, va beaucoup évoluer dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'est bien sûr la sphère des relations personnelles. La vie privée, c'est d'abord la sphère des relations personnelles. Ça concerne aussi l'intégrité physique et morale des personnes. Donc ça intègre aussi la protection de l'intégrité physique et morale des personnes et la vie sexuelle. On a beaucoup de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la vie sexuelle et sa protection, sa possibilité de la mener telle qu'on l'entend. Et c'est un des thèmes, bien sûr, sur lesquels il y aura beaucoup d'évolution de la jurisprudence, puisque, évidemment, on n'a pas entendu cette notion dans les années 50, de la même manière que dans les années 80, ou aujourd'hui, bien évidemment. Donc la question de l'homosexualité, de la transsexualité, du changement de sexe, tout ça, évidemment, rentre dans cette évolution de la notion de vie privée. Alors, ce que la Cour dit, c'est que la protection de la vie privée permet à l'individu de vivre comme il l'entend et protégé de toute publicité. Donc c'est ça dans la sphère vraiment individuelle, ce que la Cour va appeler la vie privée personnelle. Donc c'est de vivre comme on l'entend et protégé de toute publicité. Mais la Cour va rajouter une autre dimension à cette vie privée, ce qu'elle va appeler la vie privée sociale, qui est la possibilité de mener des relations avec autrui. Et c'est tout de même inclus dans cette notion de vie privée. Donc, ces relations avec autrui, elles vont être dans la vie de tous les jours, mais également dans la vie professionnelle. Et ce sont donc les deux volets de la vie privée personnelle, intimité, et vie privée sociale, les relations avec les autres. Alors, cette vie privée, évidemment, elle est liée un peu à la question du secret. Donc, on va pouvoir maîtriser au fond, sa vie privée, et c'est particulièrement vrai par rapport aux données personnelles. Donc maîtriser ces données personnelles, savoir dans quelle mesure elles peuvent être diffusées ou conservées, qui va pouvoir avoir accès à ces données personnelles. C'est bien sûr la liberté pour les individus de cacher ce qu'ils veulent cacher, d'accord, que ce soit des comportements ou des opinions. C'est la possibilité de vivre en toute tranquillité, sans le regard d'autrui. Donc c'est toujours cette idée un peu de secret. Et donc cette autonomie individuelle pour chacun. Mais évidemment, dans la société actuelle, cette question du secret, elle est particulièrement problématique, puisque c'est très souvent d'un point de vue volontaire que l'on ne veut plus tenir tout ça au secret. D'accord ? Et donc, est-ce que, du fait qu'on est rendu public, ça veut dire qu'on n'a plus de vie privée ? Donc, on a d'une certaine manière, vous voyez, toute une partie de la doctrine qui s'interroge sur l'existence, à l'heure actuelle, encore d'une vie privée. Est-ce qu'il existe encore une vie privée ? Puisqu'on décide de la rendre publique, d'accord ? Lorsqu'on a décidé de la rendre publique. Et pour le moment, la Cour européenne des droits de l'homme est encore très à cheval sur cette question-là. Et elle dit, bien sûr, on doit maintenir cette notion de vie privée avec des éléments de variation, par exemple si la personne est une personne publique, bien sûr, mais ça a toujours existé, avec des éléments de variation s'il y a eu consentement de la personne, mais ce n'est pas une raison pour faire tout éclater, d'accord ? Même s'il y a eu consentement, il reste cette notion de vie privée. Alors, pour les éléments qui concerne encore ce que la Cour met dans la notion de vie privée personnelle, il y a bien sûr aussi le secret de la correspondance, qui aujourd'hui va être étendu à la correspondance électronique, d'accord ? Donc avec un certain nombre de difficultés aussi, bien sûr. Il y a la protection de l'image, d'accord ? Donc protection de l'image qui va dans la protection de la vie privée, et que c'est à peu près plus ou moins à cet élément-là que la Cour européenne des droits de l'homme va rattacher la protection des données personnelles. Puisque la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas de disposition spécifique sur la protection des données personnelles.
Donc c'est une interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme pour dire que dans l'article 8, avec la notion de vie privée, on y inclut la protection des données personnelles. Et cette jurisprudence s'est mise peu à peu en place et elle est vraiment bien stabilisée à partir des années 2000. Ce qui est pas si tôt finalement, mais parce que les problèmes ne sont pas venus jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme tellement avant. En ce qui concerne la vie privée sociale, on va avoir tout le domaine de la vie professionnelle. Donc la protection du salarié et là aussi notamment sur cette question de la possibilité pour l'employeur, alors je vais déjà employer le terme, de surveiller éventuellement, enfin en tout cas d'avoir accès à un certain nombre d'éléments de données électroniques. Et là, il faut faire le partage entre est-ce que ça appartient à la vie professionnelle ou est-ce que ça appartient à la vie privée. Donc là, sur ce point-là, s'il fallait faire vraiment quelque chose de spécifique sur la protection du salarié, il faudrait plutôt demander à mes collègues privatistes. Donc moi, je suis publiciste, donc plutôt sur le droit appliqué par l'État et dans les relations entre les individus et l'État. Mais tout ce qui concerne le droit social, le droit du travail, ce sont plutôt les privatistes. Et là, on a beaucoup de jurisprudence française liée à la jurisprudence européenne par rapport à cette question-là. Alors, je voulais quand même vous citer un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui concerne donc l'étendue des pouvoirs de l'employeur de surveiller son employé, notamment par le biais donc de l'utilisation de l'ordinateur ou de la messagerie. Et on aura aussi d'autres affaires qui concernent les GPS ou les appareils qui sont dans les voitures voitures de fonction, où c'est parfois difficile de faire la part des choses entre lorsque c'est au travail et lorsque c'est dans la vie privée. Donc cette affaire, c'était une affaire contre la Roumanie. Donc c'est l'affaire Barbulescu contre Roumanie. Alors du coup, je pourrais éventuellement, mais je ne peux pas vraiment me déplacer là. Mais allez écrire. Alors Barbulescu, c'est B-A-R-B-U-L-E-S-C-U. Alors je pourrais refaire de toute façon un petit topo avec les différents arrêts. Donc contre Roumanie. Alors on a eu deux arrêts. On a un premier arrêt de 2016 devant une chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui a considéré qu'il n'y avait pas violation de la vie privée du salarié. L'employeur avait accès aux messages de la messagerie professionnelle, notamment pour vérifier que les salariés effectuaient bien leurs tâches pendant la durée du travail. Oui. Donc pendant la durée du travail. La Chambre a considéré qu'il y avait un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque l'usage d'Internet pendant les heures de travail était interdit dans cette entreprise. Donc, l'employeur en avait déduit qu'il pouvait surveiller l'ensemble de la messagerie pour voir s'il n'y avait pas eu accès à Internet par le salarié. Dans la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, il se peut que l'on fasse presque, on pourrait dire, appel d'une décision d'une chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que soit l'État, soit le requérant n'est pas satisfait de la décision de la Chambre, considère qu'il y a une mauvaise interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, et on demande à la grande chambre, donc la formation la plus élevée de la Cour, de reprendre l'affaire. Et c'est le cas dans cette affaire. Et la grande chambre a rendu son arrêt le 5 septembre 2017, et elle a statué dans l'autre sens. C'est-à-dire que la grande chambre a considéré qu'il y avait violation de la vie privée. Parce que l'employeur n'avait pas assuré un juste équilibre entre le droit à la vie privée et l'intérêt de vérifier ce qui se faisait au travail. D'accord ? Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là parce qu'on a deux positions différentes, deux formations différentes de la Cour, ce n'est pas si courant, et parce qu'on a de nouveau donc cette idée qu'on va mettre en avant la vie privée des employés et que l'employeur ne peut pas, est très limité finalement dans ce qu'il peut faire. Très souvent, la Cour européenne des droits de l'homme va insister sur l'information qui est faite aux employés. Donc il faut qu'ils soient absolument au courant de toutes les règles et du fait
ils n'ont pas droit d'accès à Internet, que les messages peuvent être vérifiés et que ça peut être utilisé contre eux dans une procédure disciplinaire. Donc il faut un maximum d'informations parce qu'effectivement, après, on peut se dire, du moment que l'employé est informé, il dépasse la règle il va au-delà et donc il joue, si je peux me permettre l'expression, il joue avec le feu et donc ça peut se retourner contre lui. Donc voilà, ça c'est un élément et c'est un élément quand même qui est important je trouve parce que dans cette protection des données personnelles, on a très souvent, on se focalise un petit peu sur les risques d'une utilisation par l'État. Donc on a l'impression qu'on va être dans une société qui est contrôlée, surveillée par l'État. Or, il faut bien penser aussi que cette protection des données personnelles doit valoir aussi contre les opérateurs privés. D'accord ? Opérateurs privés, là c'est pour être le terme le plus général possible, ça inclut bien sûr les entreprises, mais ça inclut donc les employeurs et éventuellement l'entourage. D'accord ? Donc cette idée de surveillance et d'utilisation des données personnelles sans qu'on veuille véritablement qu'elles soient utilisées, ce n'est pas seulement par l'État, donc ce n'est pas seulement la crainte d'un État autoritaire, c'est aussi l'utilisation par d'autres personnes privées qui peuvent autant porter atteinte à la vie privée de chacun. D'accord ? Donc voilà un peu pour ces notions de vie privée, personnelle et sociale, dans lesquelles vont être inclus, bien sûr, la protection des données personnelles. Alors, pour entrer dans la définition, j'ai d'abord pris celle de la CNIL. Donc, l'idée ici, alors c'est une définition tout de même assez large, toute information, et surtout, ce qui est important, c'est l'idée d'identifier, d'accord ? Donc, directement ou indirectement. Ensuite, autre élément qui est important, c'est la notion de personne physique, puisqu'on a aussi des associations ou des entreprises qui vont revendiquer une protection des données personnelles, et ce n'est pas possible. Les données personnelles n'appartiennent qu'à des personnes physiques, pas à des personnes morales. Donc, une définition assez vaste, avec cette idée surtout de pouvoir identifier. D'accord ? Quelques éléments qui sont donnés, bien sûr, nom, prénom, on n'a pas mis le prénom, un numéro de téléphone, un numéro d'immatriculation. Bien sûr, ensuite, on peut aller plus dans le détail, empreinte digitale, ADN, bon, ça peut aller très loin. C'est aussi, alors là je crois qu'il ne le mettait pas, si, une photographie. Pourquoi une photographie ? Parce qu'ensuite, elle peut être utilisée pour une reconnaissance faciale. Donc c'est évidemment tous ces éléments-là qui, on va dire, il y a 20 ans peut-être étaient moins inquiétants, puisqu'on n'avait pas la technique pour les réutiliser contre les personnes, mais qui aujourd'hui peuvent véritablement être détournées. Et quand je vous disais, voilà, elles peuvent être détournées par l'État, mais aussi par les personnes privées, ce qui arrive assez souvent, c'est l'usurpation d'identité, et qui est justement facilitée par l'utilisation de ces données personnelles. Dans les données personnelles, on distingue ce qu'on appelle les données sensibles, donc qui ont trait à certains éléments en particulier de la personne, et qui là vont être encore plus protégés, et pour lesquels normalement il ne peut pas y avoir de traitement des données. Donc ce qui concerne surtout l'origine raciale ou ethnique, et puis ensuite les différentes opinions. D'accord ? Donc ce qu'on appelle les données sensibles qui doivent être particulièrement protégées. La question de la santé, là aussi très importante. Et là, en même temps, la question de la santé, à la fois, donc, on peut avoir peur à la fois de l'État, mais aussi des opérateurs privés, si ça peut être un refus d'embauche à cause d'un problème de santé que vous avez vu, ou bien sûr un refus de contrat d'assurance. Enfin, après, c'est très vaste, hein, tout ce qui peut être utilisé de ce point de vue-là. Alors, donc ça c'est la définition qu'on va dire qui va être au niveau national par la CNIL. Ensuite, j'ai repris la définition, ce nouveau sigle qu'il va falloir apprendre, le règlement général sur la protection des données. Alors, c'est vrai que on peut dire aussi règlement européen. Permet de déterminer son origine, mais voilà, son vrai nom va être maintenant cet règlement général sur la protection des données. Donc, là aussi, vous voyez, personne physique, bien sûr, identifié ou identifiable, c'est toujours le même élément, directement ou indirectement, et ensuite, une énumération des différents éléments, avec des choses un peu plus, entre guillemets, modernes, un petit peu plus précises, comme un identifiant en ligne.
ce que la CNIL n'énumérait pas, mais qu'elle retient bien évidemment, hein, ça c'est sûr. Et puis on intègre tout de suite les éléments physiques aussi, génétiques de la personne. D'accord ? Donc ça, c'est la définition qu'on retient. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'opposition. Donc ce n'est pas sur ce point-là qu'il y aura des risques de divergence entre le niveau français ou d'un autre État de l'Union européenne et le niveau européen. Et alors en réalité, on peut dire d'une certaine manière que ça, c'est quelque chose d'assez important, c'est cette harmonisation des définitions. Ça simplifie quand même beaucoup de choses lorsque l'on s'entend sur les définitions et que l'on donc peut intégrer les mêmes éléments dans la réglementation. D'accord ? Parce que, évidemment, avec le droit, il y a toujours le problème d'interprétation. Et si on a un problème d'interprétation dès la définition, dès l'élément qui va pouvoir déterminer le champ d'application, ça complique évidemment énormément les choses. Alors, peut-être un petit mot ici sur le contexte de ce règlement général, ou est-ce que vous êtes tous au courant de son élaboration ? Oui ? Alors, dites-nous. Non, allez-y justement. Ah bon, d'accord. Parce que c'est pas nouveau, hein, ce règlement. Donc, il a été adopté en 2016. Et on a décalé son entrée en vigueur au mois de mai 2018, d'accord ? Donc pour laisser le temps aux États, aux entreprises, je dirais même peut-être plus qu'aux États, de prendre un certain nombre de mesures pour se conformer, d'accord ? Donc pas une entrée en vigueur immédiate. Le règlement, en fait, remplace une directive de 1995 qui concernait aussi la protection des données. Et il y a une grande différence entre ces deux textes de droit européen. La directive, elle prévoit un objectif à atteindre par les États, et chaque État choisit le moyen d'atteindre cet objectif. D'accord ? Donc, ça nécessite une transposition par les États. Et soit par une loi, soit par un règlement, chaque État le fait, il y a un délai pour le faire, mais du coup, on va évidemment avoir des variations dans les différentes législations. À partir du moment où on atteint tous l'objectif, on l'atteint quand même pas de la même manière, donc il peut y avoir des différences. Et donc on a volontairement choisi maintenant de passer par le règlement, parce que le règlement, eh bien, il est obligatoire dans tous ses éléments, comme on le dit, c'est-à-dire l'objectif, mais tous les moyens aussi. D'accord ? Donc le règlement, il est d'autant plus obligatoire, si on peut dire, c'est qu'il est directement applicable. Donc c'est le règlement lui-même qui va s'appliquer dans tous les ordres juridiques des États. D'accord ? Donc, une plus grande efficacité du texte européen. Mais ce texte européen, il ne vient pas il vient pas d'en haut, pour une fois, puisque ce texte européen, il vient en fait il découle un petit peu de toutes les réglementations nationales, qui d'ailleurs, même si on prend l'exemple français, sont bien plus anciennes. Puisque nous, c'est dès 1978 qu'on a cette question et cette protection des libertés face à l'informatique, dans les autres États européens aussi. Et donc, en fait, ce règlement européen, c'est un peu la somme de ce qui a été fait dans les différentes législations, de la pratique aussi, comment elles ont été adaptées. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on impose du haut et qui va avoir du mal à être réceptionné. D'accord ? D'où aussi son impact assez grand et qui va pouvoir être, on va dire, entre guillemets, facilement mis en œuvre par les États. Après, par les entreprises, pour se conformer aux différentes obligations, ça sera encore peut-être un petit peu plus délicat. Alors, voilà pour les définitions. Les textes qui sont applicables en matière de protection des données, donc c'est bien sûr ce nouveau texte européen, le règlement général, qui s'applique aussi bien donc au secteur public, donc aussi bien des obligations pour le secteur public que pour les acteurs privés, d'accord ? Dans la collecte des données, l'utilisation des données, les droits accordés aux individus par rapport aux données qui ont été traitées. Et voilà, je vous ai remis un petit peu l'idée générale qui sous-tend ce règlement, c'est redonner aux citoyens le contrôle des données qui les concernent. Alors, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez, alors bien sûr d'important, mais problématique. Déjà le terme de redonner, parce que est-ce qu'on a déjà eu le contrôle véritablement sur nos données ? Est-ce qu'on se rend compte du contrôle qu'on peut avoir sur nos données ou pas ? Alors, vous allez me dire, effectivement, lorsque l'on remplissait uniquement des formulaires papier,
on avait, bon voilà, c'était, comment on pourrait dire, on le faisait, donc on réfléchissait, on regardait véritablement ce qui nous était demandé, et voilà, on avait l'impression de maîtriser, et puis cette feuille, eh bien, elle ne circulait pas forcément. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, quand c'est un formulaire électronique et qu'on ne sait pas exactement qui va pouvoir l'utiliser, dans quelle mesure, c'est beaucoup plus large. Donc cette idée de redonner, d'accord. Mais en même temps, je suis un peu sceptique sur l'idée de contrôle. Parce que l'idée de contrôle, mais c'est comme pour beaucoup de choses, ça implique quand même qu'on soit très mobilisé, donc très au courant des dangers, bien sûr, et de ce qu'on peut faire. D'accord. Alors il ne suffit pas, je trouve que maintenant on voit quand on est sur un site, attention, ce site utilise des cookies. Je ne suis pas sûre que ça suffise pour qu'on soit véritablement au courant de tout ce que ça implique et qu'on prenne le temps déjà de regarder ce que ça implique et d'y faire attention. Donc ça me paraît un petit peu illusoire cette idée de redonner le contrôle des données. C'est surtout l'idée qu'on pourra en fait contester. Je crois que c'est peut-être un petit peu réducteur, mais souvent le droit c'est ça. Le droit c'est des règles, mais beaucoup de contentieux, d'accord. Et c'est là, c'est l'idée qu'on va ouvrir, on va permettre véritablement un droit de recours. Donc s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, que vous vous en rendez compte, vous allez avoir un droit de recours. Mais en même temps, vraiment éviter que les choses se tournent mal, ça me paraît peut-être un peu plus difficile. Alors, dans le règlement, on parle évidemment, ce qui est central, c'est la notion de consentement, bien sûr. Mais là, comme on vient de le voir, le consentement éclairé n'est pas toujours si facile. Donc un acte positif clair, bien sûr, on le redit dans le texte. Un consentement par un acte positif clair, donc il faut savoir qu'on donne véritablement consentement et à quoi on donne consentement. Manifester de façon libre. Bon, vous voyez, tous les éléments sont ici, tout ce qui est important, bien sûr. Mais voilà, après, c'est comment ça sera véritablement dans la pratique, ça c'est encore autre chose. Mais, donc on peut, si vous voulez, ces éléments-là peuvent être utilisés pour contester, pour dire que finalement, le consentement n'a pas été donné de manière libre et éclairée, puisqu'on était orienté au fond et qu'on était amené à donner notre accord sans véritablement se poser la question. Alors, toujours au niveau européen, on va avoir deux autres textes. Donc, c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'accord, donc qui protège de manière générale la vie privée et familiale, et que la Cour européenne des droits de l'homme va utiliser pour protéger spécifiquement la question des données personnelles. Donc, on a quand même une jurisprudence maintenant assez étoffée de la Cour européenne des droits de l'homme sur des questions même assez techniques. Je vous ai choisi simplement cette affaire-là, qui est une des premières véritablement à poser l'ensemble du contexte des règles dans lesquelles... Alors là, un État, on n'est pas sur des questions d'entreprise privée, mais un État peut recueillir des données et les utiliser, d'accord. Donc, la Cour va retenir à ce moment-là cette définition de la donnée personnelle, donc des éléments d'information individuelle qui se rapportent à des individus identifiés, identifiables. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes éléments, parce que les problèmes étaient posés ici, ces points précis, empreinte digitale, profil ADN et échantillon cellulaire. D'accord. Donc on était sur cette utilisation-là dans cette affaire. Alors, surtout la conservation. Donc il y a l'utilisation, mais aussi la conservation. Et du coup, la Cour, elle précise, et elle le redira systématiquement, c'est l'ingérence dans la protection de la vie privée, c'est le simple fait de mémoriser ces données. D'accord. Même si elles ne sont pas utilisées. Parce que sinon, ce serait trop simple en disant, voilà, c'était un des arguments de l'État de dire oui, mais elles ne sont pas utilisées. De toute façon, on ne les utilisera jamais contre vous. La Cour dit, ce n'est pas une question d'être utilisée, c'est cette question simplement d'être mémorisée, et parce qu'il y a toujours ce risque, éventuellement, qu'elle soit utilisée. D'accord. Donc là, la Cour reste très, très ferme sur cet élément-là. Alors, la jurisprudence, simplement je ne veux pas tout... Bon, il y a vraiment beaucoup et ça me paraissait trop vaste. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment très vaste les questions qui sont posées, qui sont même souvent assez techniques. Mais simplement pour vous donner quelques idées, on a de la jurisprudence donc sur les données GPS. Alors pour le moment, les données GPS, ce n'est pas dans le cadre de employé-employeur, c'est dans l'utilisation judiciaire.
D'accord, donc une personne qui est soupçonnée de quelque chose et on va utiliser le GPS pour la suivre. Alors là, je crois que dans cette affaire-là, c'était une voiture volée. Bon, alors, donc là, il a quand même osé, le requin a quand même osé dire oui, mais vous me suivez avec les données GPS. Bon, alors, il a dit oui, vous aviez volé le véhicule tout de même. Donc, mais voilà, hein, comme quoi, c'est pas parce que c'est un voleur qu'il n'a pas le droit à la protection de ses données, mais c'est vrai que parfois on peut se dire qu'ils avaient un certain culot. Bien sûr, et là on y reviendra, on a beaucoup la question de l'interception des communications par l'État, mais c'est aussi dans le domaine judiciaire. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Voilà, surveillance vidéo, parce que pareil, la surveillance vidéo, c'est pas toujours utilisé. Il suffit que ça soit stocké, et souvent c'est stocké trop longtemps. D'accord ? Donc il faut finalement, la surveillance vidéo, c'est plutôt sur des périodes assez courtes. Même si bien sûr, là l'État va toujours invoquer, vous voyez, pour la mise en balance, c'est toujours invoqué la sécurité publique, l'ordre public, bien sûr, mais il faut trouver le juste équilibre entre les différents intérêts. Donc l'utilisation des données personnelles dans le contexte de la justice pénale, et vous avez aussi bien sûr maintenant un autre domaine qui est alors aussi beaucoup plus du droit privé, c'est les empreintes génétiques dans le domaine de la vie familiale. Donc pour déterminer une paternité, souvent pour l'instant une paternité, enfin ces éléments-là. Est-ce qu'on doit se soumettre à un prélèvement ADN? Qu'est-ce qu'on risque si on ne se soumet pas, puisque c'est interdit en fait de refuser de s'y soumettre. Et donc c'est pas forcément dans un cadre pénal. Ça peut être aussi dans un cadre civil. D'accord ? Donc on a tous ces éléments-là qui se développent, donc avec à la fois une jurisprudence française, d'accord, et la jurisprudence européenne qui essaye de donner ce cadre général pour qu'on ait la même interprétation en réalité. Alors, du point de vue européen, il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'Union européenne. D'accord ? Et l'Union européenne, eh bien, même si au départ, évidemment, elle ne se destinait pas à protéger les droits fondamentaux, elle le fait de plus en plus, puisque, alors, c'est quand même un mouvement qui est assez ancien. Moi, je remonterais à 1975, le premier arrêt de la Cour de justice qui dit qu'elle doit garantir le respect des droits fondamentaux par les organes de l'Union européenne, parce que c'est ça qui est en jeu en réalité. C'est pas tellement le fait que les États membres ne respectent pas les droits fondamentaux, puisque les États membres sont liés par leur texte constitutionnel et par la Convention européenne des droits de l'homme. La question se posait surtout de savoir dans quelle mesure les organes de l'Union européenne sont aussi liés par la protection des droits fondamentaux. Et la Cour de justice, eh bien, a considéré qu'elle était la gardienne des droits fondamentaux par application des principes généraux du droit communautaire qui proviennent en réalité des traditions constitutionnelles des États membres. Donc, puisque tous les États membres protègent les droits fondamentaux, eh bien, cette protection doit aussi s'appliquer au sein de l'Union européenne. Donc on a quand même, depuis les années 70, beaucoup évolué et on est maintenant dans un cadre un petit peu plus stable, si on peut dire, puisque l'Union européenne s'est dotée de son propre texte de protection des droits fondamentaux, qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'accord ? Alors, une vie un petit peu mouvementée pour cette charte, puisqu'elle a été rédigée au sommet de Nice en 2000, mais qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de valeur contraignante. D'accord ? C'est simplement pour dire, là on fait un bilan des droits fondamentaux qui doivent être protégés, mais on ne l'utilisera pas juridiquement. D'accord ? Elle ne sera pas opposable ni aux États ni à l'Union européenne. Et puis, vous savez, dans le traité portant Constitution pour l'Europe, la Charte des droits fondamentaux constituait la première partie du traité, donc sur le modèle d'une constitution. D'accord ? Et c'était vraiment symboliquement très, très fort. Peut-être que ça a expliqué le rejet. Moi du point de vue internationaliste, moi je trouvais ça particulièrement intéressant. Et le fait qu'on puisse justement mettre en parallèle un texte international avec une structure constitutionnelle. Puisque l'Union européenne est tout de même, bien que ça soit bien sûr une organisation internationale, quand même une organisation d'un type tout à fait particulier. Donc, rejet du traité constitutionnel, mais quand même là, on s'est dit, on ne peut pas complètement rejeter la Charte des droits fondamentaux. Donc en fait, la Charte n'est pas incluse dans le traité de Lisbonne, mais le traité de Lisbonne y fait référence et lui donne donc valeur juridiquement contraignante. D'accord ? Donc, depuis 2009, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, on peut invoquer la Charte des droits fondamentaux devant la Cour de justice contre un État qui met en œuvre le droit communautaire ou
contre un organe de l'Union européenne. Donc ce qui fait que la Cour de justice va de plus en plus utiliser, alors on va dire les requérants vont de plus en plus utiliser la Charte des droits fondamentaux et la Cour de justice va développer sa jurisprudence. Et évidemment en matière de protection des données, eh bien on va avoir une jurisprudence qui va se développer devant la Cour de justice parce qu'on a l'autre aspect de la protection des données qui est l'aspect économique. On n'a pas encore évoqué et qui est quasiment jamais évoqué devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord ? Et c'est un peu, alors j'anticipe sur ma conclusion, parce que c'est ça que je voudrais vous faire réfléchir un peu sur cet élément-là, c'est qu'est-ce que la donnée personnelle ? Est-ce que c'est lié aux libertés de l'individu, d'accord ? Ou est-ce que c'est lié au consommateur et à l'économie ? D'accord ? Parce qu'on peut avoir ces deux conceptions de la donnée. Et du coup, dans l'Union européenne, on est plus sur la conception économique, tout en étant évidemment sur le terrain de des libertés. D'accord ? Donc on doit trouver là encore un autre équilibre entre l'intérêt des données personnelles pour les entreprises, pour être compétitives vis-à-vis des autres. D'accord ? Donc l'intérêt pour les entreprises européennes de pouvoir maîtriser ces données et les utiliser pour être compétitives, mais bien sûr aussi l'intérêt des citoyens européens de pouvoir protéger leurs propres données. Donc, l'arrêt fondamental, c'est l'arrêt de 2014, Digital Rights Ireland, qui va donc porter sur la validité d'une directive, d'accord ? Alors, il y a plusieurs directives sur la protection des données, parce qu'on on a un peu séparé les domaines, et on avait la directive de 1995 sur la protection, alors que la directive de 2006 est sur la conservation. D'accord ? Donc là, on a plusieurs textes qui soit concernaient différents domaines, soit différents éléments de la protection des données. Donc, dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la directive est contraire à la Charte des droits fondamentaux. D'accord ? Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est l'article 8. Donc là, c'est peut-être un peu la confusion qu'on risque de faire. C'est le même numéro, mais ce n'est pas le même article. D'accord ? Donc c'est l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux, pas de la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'article 8 prévoit spécifiquement la protection des données personnelles. D'accord ? Parce que c'est l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux qui concerne la vie privée et familiale, tandis que l'article 8, spécifiquement sur la protection des données. C'est logique qu'on ait cet élément plus novateur, puisque la charte, elle est rédigée en 2000. Et en 2000, la question, évidemment, se posait déjà. Alors que la Convention européenne des droits de l'homme, dans les années 50, la question ne se posait pas. D'accord ? Donc c'est bien, là, dans cette affaire, la Cour dit que la directive n'est pas conforme à l'article 8 sur la protection des données personnelles. Il y a ingérence, et cette ingérence elle ne peut être justifiée, comme c'est noté, que si elle est proportionnelle à l'objectif poursuivi, qu'elle est nécessaire, donc il n'y a pas d'autres mesures moins attentatoires, d'accord, et qu'elle poursuit bien sûr un objectif d'intérêt général. D'accord. Donc on est toujours dans l'idée qu'il va y avoir mise en balance. Bien sûr, on a d'un côté la protection des données personnelles, de l'autre des intérêts légitimes qui peuvent justifier une ingérence, d'accord, mais tout le contrôle va se faire autour de cette ingérence. D'accord ? Quelles sont les limites de cette ingérence ? Donc, dans cette directive, ce qui va gêner la Cour de justice, c'est la durée de conservation des données. Très très souvent, hein, c'est sur cette question-là, c'est trop long. Très peu de règles en matière pour protéger contre les abus. D'accord ? Ou même, on devrait dire, protéger contre les risques d'abus. Donc, on n'a pas mis suffisamment en lumière les risques d'abus et donc il n'y a pas suffisamment de protection dans ce cadre-là. Et on ne limite pas au strict nécessaire. On retrouve, là, sur ce terrain-là, on trouve vraiment une correspondance des jurisprudences entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice. Toujours cette idée de strict nécessaire. Donc, on admet une ingérence, mais il faut qu'on réfléchisse à la mesure de cette ingérence et on va essayer de faire le minimum, d'accord ? Le minimum qui peut suffire pour atteindre l'objectif d'intérêt général que l'on s'est fixé. Et autre élément qui a déplu, si on peut dire, à la Cour de justice, c'est le manque d'information des personnes concernées. Donc pas d'information sur le fait que les données étaient recueillies, qu'elles étaient conservées et qu'ils pouvaient éventuellement contester l'utilisation de ces données. D'accord ? Donc, on est sur un texte, même si c'est de 2006, un texte qui est beaucoup trop intrusif
par rapport aux personnes et qui n'établit pas ce juste équilibre. D'accord ? Alors, en revanche, ce qu'il faut bien savoir quand même, aussi bien pour la Cour de justice que pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que toutes les données personnelles n'engagent pas forcément un problème vis-à-vis de la vie privée. D'accord ? Donc, on va bien inclure la protection des données personnelles dans la protection de la vie privée, mais ce n'est pas toutes les données personnelles qui peuvent mettre en jeu un aspect problématique pour la vie privée. D'accord ? Donc il faut faire ce partage, il va y avoir des données pour lesquelles on n'a pas besoin de protection puisque ça ne met pas en jeu la vie privée. Tout ce qui va être évidemment les données, comme on disait tout à l'heure, les données sensibles, tout ce qui est le plus propre à la personne elle-même, ça, ce sont des données personnelles qui peuvent engendrer ensuite un souci par rapport à la protection de la vie privée. Alors, cette affaire de 2014 va avoir des suites, si on peut dire, dans une... alors, là, on était dans un recours en annulation contre la directive, d'accord ? Donc ça, c'est un des moyens d'action devant la Cour de justice. Et un deuxième moyen d'action, c'est la question préjudicielle. C'est-à-dire qu'en fait, on a un contentieux au niveau interne qui soulève un problème de droit communautaire. Et donc, on sursoit à statuer, on laisse l'affaire et on pose la question à la Cour de justice pour savoir comment on doit interpréter soit le droit communautaire, soit la législation interne par rapport au droit communautaire. Donc suite à cette invalidation de la directive, des entreprises, donc une entreprise en Suède et une entreprise au Royaume-Uni, ont contesté la législation de ces deux États, enfin séparément, et ensuite la Cour a joint les deux affaires, en disant, ben voilà, la législation qui mettait en œuvre la directive n'est plus valable, et donc moi je ne veux plus la respecter. D'accord ? Donc ça donnera lieu à un arrêt, alors j'aurais dû marquer Tele2 Sverige, mais il me semble que je ne l'ai pas noté. Tele2 Sverige de 2016. Alors, donc c'est Tele2 comme l'opérateur, et ensuite Sverige, c'était le nom suédois, S-V-E-R-I-G-E, de 2016. Et donc là, la Cour de justice continue sur sa lancée, et effectivement, elle dit que les législations ne sont plus conformes, puisqu'il y a une atteinte à la protection des données. D'accord ? Donc, là, ça concernait la conservation des données, particulièrement en matière de communication électronique. C'était aussi un domaine plus spécifique. Donc là, la Cour dit que l'ingérence était trop importante aussi. D'accord ? Donc les données conservées permettaient très facilement d'identifier les personnes et donc de connaître beaucoup d'aspects de leur vie privée, même si c'était sur les communications électroniques, donc pas sur un fichier élaboré. Et donc, il y avait des problèmes aussi d'information, donc information des utilisateurs sur la conservation de ces données et la possibilité de contester. Donc, on a la Cour de justice continue d'affirmer ce contrôle sur l'équilibre à trouver entre la protection de la vie privée et la protection d'intérêts généraux. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous vouliez revenir ? Des choses plus... Là, ça reste assez général encore, simplement sur le différent contexte de protection. Alors, si on reprend un peu le règlement, les éléments qui sont prévus dans le règlement, qui doivent être plus protecteurs des droits des citoyens. Donc c'est la question de l'information, d'accord ? Donc la nécessité d'informer de manière claire et intelligible les utilisateurs, d'accord ? De tous les types de traitement des données. Donc là, avec une conception très large du traitement des données, parce qu'un opérateur Internet, Google, c'est une entreprise qui traite des données, d'accord ? Même si ça ne constitue pas forcément des fichiers. Le règlement général aussi a prévu
Alors, j'arrivais pas à vous le mettre de manière plus synthétique, mais je pense que c'est quand même un point qui est important. Et c'est en ça qu'il peut être difficile à mettre en œuvre par les entreprises privées. Elles doivent prendre, enfin, tous ceux qui font un traitement des données doivent mettre en place des mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données. D'accord ? Et il faut le faire dès la conception du produit. Donc, pas après. D'accord ? Parce que ça peut être le cas dans un certain nombre d'affaires où c'est lorsqu'il y a un problème qu'on va réagir et mettre quelque chose. Là, ça doit être dès le début, donc un cadre plus strict. Et surtout, du point de vue technique aussi, faire en sorte qu'il y ait le moins de données possibles qui soient utilisées. D'accord ? Donc, c'est le principe de minimisation. Et ça, on va le voir partout maintenant. Alors, c'est pas du droit de ce point de vue-là, c'est plutôt du point de vue technique, mais on a posé quand même cette règle que, au lieu de... C'est toujours, si vous voulez, cette même idée de strict nécessaire. D'accord ? Donc, il faut... Les opérateurs de traitement de données ont besoin d'un certain nombre de données, mais ils ne doivent recueillir et conserver que celles qui leur sont utiles, d'accord ? Et pas utiliser la totalité. Donc ça, c'est une règle qu'on pose de plus en plus, mais qui va peut-être justement poser problème pour les entreprises pour se mettre en conformité de ce point de vue-là. Alors ensuite, d'autres éléments qui sont nouveaux dans le règlement, c'est par exemple le droit à la portabilité des données. Alors est-ce que vous maîtrisez ça, vous ? La portabilité des données. Moi, je vous avoue que moi non plus. Parce que c'est ce que je vous disais, je me dis ça demande quand même une maîtrise et une volonté en fait de faire quelque chose de ces données. Ce qui n'est pas, je ne pense pas qu'il soit le cas de tout le monde. Alors le droit à la portabilité, on reprend le même terme, vous savez, je pense que vous avez déjà entendu ça par rapport à un numéro de téléphone. Hein, vous avez le droit, si vous changez d'opérateur, à garder votre numéro de téléphone. En fait, c'est ça. Le droit à la portabilité, c'est la possibilité pour les individus de récupérer leurs données auprès de l'opérateur de traitement des données pour répondre à leurs propres besoins. Et c'est là que ça me paraît effectivement un petit peu étrange. Donc c'est le droit pour toutes les personnes d'obtenir et de réutiliser les données qu'elles avaient transmises à cet opérateur de traitement des données. D'accord ? Et donc, pour son usage personnel, d'accord, soit pour les stocker, soit pour les utiliser avec un autre service. Et alors là, c'est vrai que concrètement, je ne vois pas exactement comment ça peut être utilisé. Alors ça ne concerne que les données personnelles que vous avez fournies volontairement. D'accord ? Donc ce ne sera pas toutes les données qui vont être utilisées par le traitement de données, mais toutes les données que vous avez fournies volontairement, ça vous pouvez les récupérer. Vous devez les récupérer sur un support qui est lisible par tout appareil. Parce qu'évidemment, là aussi, d'un point de vue technique, on peut vous donner quelque chose. Et ben voilà vos données. Moi, je ne peux rien en faire puisque je ne peux pas les lire ou c'est pas décodé. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc là, il faut que ça soit quand même utilisable. Donc sur un support qui est utilisable par la personne. Et alors, l'opérateur ne peut pas refuser donc l'exercice d'un droit à la portabilité. Ensuite, il faut évidemment, alors le droit à la portabilité doit être gratuit, normalement, et il faut évidemment que ça concerne la personne. D'accord, il y a quand même ce risque-là de savoir qui va exercer ce droit à la portabilité, et c'est normalement que la personne. Voilà, donc ça c'est encore ce risque. Parce qu'il les a de toute façon, ces données, elles sont à lui. Oui. Donc les récupérer, ça veut dire que celui qui les avait collectés, qui les utilise, il les perd. Et non, il les garde. Voilà. Ouais, mais, d'accord. Ouais. Donc il les retransmet. Et voilà, il les retransmet. Et vous voyez, c'est ça, c'est cette idée-là qui est très bizarre. C'est ce qu'on appelle de plus en plus la patrimonialisation. Donc en fait, ou la marchandisation, que les données personnelles deviennent une marchandise. Voilà. Et donc vous les récupérez pour pouvoir les donner et peut-être les vendre en fait. L'idée, ce serait ça. C'est ça l'utilisation dans son intérêt personnel. Alors comment je vous ai dit pour son usage personnel. Voilà. Donc à titre professionnel ou privé? Je peux pas, voilà, je vois pas vraiment. La portabilité, on utilise ça pour la formation. Vous savez, le droit à la portabilité. Oui. Et oui. Ah oui, tout à fait. À l'autre, bon, ça se comprend bien. Ça se oui. Oui. Mais là, c'est lié aussi aux rétines, à nos empreintes digitales qu'on va donner à un moment, qu'on récupère et qu'on puisse utiliser sur d'autres choses. Oui, sans
Bah oui, mais Oui. il ne faut pas que nous on perde le droit à les utiliser. Il y avait ce problème-là. Oui. Enfin, moi j'avais vu Oui, c'est sûr. sur ces empreintes. Beaucoup plus qu'un nom ou un numéro de sécurité sociale. C'est pas cette question-là, parce que le nom ou le numéro de sécurité sociale. Voilà. Ce serait sur d'autres types de données, effectivement, qui seraient plus génétiques. Que non intentionnellement on donne un peu Oui, légèrement oui. et qu'on ne peut plus utiliser ensuite. Ensuite. Parce qu'on ne peut pas Ça serait du brevetage en fait de tout ce qui est bio, enfin bioéconomique. Quoi. Oui, oui. Donc après tout, on a bien breveté les graines, etc. Pourquoi pas effectivement nous donner génétiques, etc. Oui. Alors, je vérifie juste ce qu'ils disent. Oui, mais en fait aussi on peut être vraiment dépossédé avec le nom de la Oui, parce qu'une entreprise pourrait imposer le fait que puisqu'on lui a donné, c'est un investissement, mais tout à fait. Justement, sinon, on va aller à la Voilà, donc il disait, lorsqu'une personne exerce son droit à la portabilité, l'organisme recevant sa requête n'a pas à supprimer de son fichier les données demandées dans ce cadre. Les données peuvent être conservées dans le traitement d'origine, mais pour la durée définie au départ. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le mot récupérer est quand même Oui. adapté, je trouve, puisqu'il les conserve, donc il les récupère pas. Pas complètement. L'usage peut-être. Il récupère l'usage. Il récupère l'usage. C'est ce que vous dites. Il récupère l'usage, effectivement, et pour pouvoir l'utiliser dans un autre service. Et d'ailleurs, ça ne veut même pas dire qu'il n'utilisera plus le premier service, Donc il puisque aurait les données. le droit d'user de ces données, Des fois, qui sont personnelles. Voilà. C'est ça le risque. C'est ça, effectivement. Dans quel cas cela existe-t-il que l'on donne ces données on va consentir à Moi, je pense plus plutôt Alors- au domaine médical. Oui, c'est ça. Enfin, plutôt Oui, un dossier médical avec des termes très techniques. Enfin, c'est peut-être nos données personnelles, mais on ne comprend pas rien. forcément. Oui. Oui, ou notre On va demander la ADN, ou des choses comme portabilité, ça. je pense. Actuellement, on ne peut même pas les récupérer. Les données médicales, Ah, normalement, si. Hein. On a le droit aussi. On peut demander. Ouais. Drôlement compliqué. Mais oui, ça reste que compliqué. Voilà, c'est ça, c'est l'idée qu'on a bien sûr le droit de faire la demande, mais jusqu'à ce qu'on récupère. Alors, il pourrait y avoir aussi, vous savez, de plus en plus de codes de sécurité qui sont dans les entreprises, hein, avec une empreinte digitale et ces éléments. Voilà. C'est peut-être quelque chose un peu un petit peu en avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour prévenir un risque futur. Que les données personnelles prendraient une forme particulière sur laquelle on devrait pouvoir avoir cette maîtrise, alors qu'aujourd'hui, avec la réglementation actuelle, on n'aurait plus cette maîtrise. Parce que c'est vrai, c'est ce que vous dites exactement. Hein. Le fait que l'on transmette notre numéro de sécurité sociale, ça, on pourra toujours le faire, sauf que l'empreinte de notre rétine, évidemment, on ne peut pas le faire. Il faut cet appareil. D'accord ? Et c'est cette idée-là, qu'une fois qu'on a donné, eh bien, ça, on pourra l'utiliser et donc être ouvert à un autre service qui demanderait en fait cette... Voilà. Pas parce que tu es bloqué, parce que. Mais justement, c'est pour ça que. Mais c'est futuriste un peu, hein ? Ouais, mais en même temps, c'est pas si lointain. Ouais. Quand on a usurpé son empreinte digitale, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et voilà. Après, il y a l'usurpation. Pas grand-chose. Oui. C'est pour ça qu'ils Il y avait disent, ça. en ce moment, sur les téléphones où il y a les empreintes Le digital. ils disent attention, Ouais. n'utilisez pas votre empreinte digitale n'importe comment pour Ouais. des choses qui n'en valent pas la peine. Mais oui. Parce qu'elle est précieuse et qu'on va Mais oui. pouvoir dès qu'elle va être diffusée, on peut l'usurper. Oui. Du coup, on va avoir non seulement des problèmes pour la récupérer, Oui. mais des problèmes pour l'utiliser si elle a été usurpée. Et oui, exactement. Enfin, on est dans du truc assez compliqué. Ah oui. Et puis qui peut porter quand même à conséquence. Parce qu'on n'est pas juste, effectivement, là, au départ, on disait, bon, si on usurpe notre carte bancaire, bon, c'est sûr, c'est embêtant, mais voilà, il y a des possibilités. Mais quand on est avec l'empreinte digitale, c'est vraiment encore autre chose. Hein. Ou l'empreinte génétique. L'empreinte génétique, oui. Et puis que ça peut donner lieu aussi, après, à si on est dans un cadre, c'est utilisé de manière malveillante, et après, il y a une infraction pénale qui est commise, et c'est nous qui sommes poursuivis. Hein. Ouais. C'est assez d'ailleurs curieux que les banques s'intéressent à ça. Ouais. Parce qu'on peut couper notre doigt. Oui. Je trouve que d'une certaine manière, un code, ça change. Un doigt, ça change pas. Oui. Voilà, alors en tout cas, c'est quelque chose qui paraît un petit peu obscur, mais qui va certainement faire... qui va être précisé, qui va devoir demander... et qui va être compliqué, en fait, aussi pour les entreprises qui font du traitement de données.
Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir pour elle vraiment travailler. Ensuite, dans les nouveautés, vous avez aussi donc l'introduction du principe des actions collectives, donc qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire soit là on a par rapport à au contentieux de masse, donc on a déjà ces actions collectives devant le juge administratif. Là aussi, c'est-à-dire les associations de consommateurs en fait. On a tous subi le même dommage à cause du même texte, et au lieu qu'il y ait des milliers de requêtes, on va pouvoir faire une action collective. Là, bon, ça paraît assez logique, c'est dans la mouvance un petit peu de ces différentes actions qui existent maintenant, et on l'a prévu aussi par rapport à la protection des données. Alors, une grosse faute quand même sur dommages matériels ou moral. Je ne sais pas comment j'aurais pu l'écrire, un droit à réparation des dommages matériels ou moraux quand même, avec un petit S à matériel. Bon, désolé. J'ai encore hier soir corrigé une faute, mais celle-ci je ne l'ai pas vue. Alors, là aussi, bon, un contentieux qui peut se développer. Le problème, c'est vers qui on se retourne, qui est le responsable, parce que bon, en partie, normalement, évidemment, celui qui traite les données, mais de la même manière, comment ces données sont ensuite transférées. Donc là, c'est un peu des nouveautés en fait qui vont devoir donner lieu à du contentieux. Et puis donc le délégué à la protection des données, ça veut dire c'est un système qui doit être une institution qui doit être mise en place par chaque opérateur de traitement des données. D'accord ? Donc il faut que ce soit une personne référente, qu'on a appelée le délégué à la protection des données. Là aussi, c'est une difficulté pour les entreprises pour se mettre en conformité avec le règlement. Il faut donc une personne à qui on peut adresser nos demandes en fait. Le CIL de la CNIL, le CIL de la CNIL. Voilà, et c'est au niveau européen aussi, puisqu'on a aussi un protecteur européen des données. Donc c'est cette instance que l'on peut saisir. Alors c'est dans le cadre du développement des moyens non contentieux de règlement des différends. D'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'on veut vraiment pouvoir régler finalement toutes ces questions-là sans passer devant le juge. D'accord ? À l'amiable, voilà, mais avec une personne dédiée et qui sera compétente pour cette... Mais après, on peut contester, bien sûr. Hein. Ça veut dire que concrètement, toutes les entreprises qui traitent des données devront avoir une telle personne, donc elles vont pouvoir externaliser ou ça me paraît quand même conséquent. Hein. Oui, alors là j'avais pas... Oui, ça paraît énorme. Hein. J'ai pas repris avec moi, j'avais vu quelques éléments sur ça. Ça, c'est un des points qui doit être mis en place. Alors, peut-être qu'il y a possibilité, alors, je ne sais pas si vous connaissez le système. Sur le site de la CNIL, c'est précisé que les entreprises pourront faire, plusieurs entreprises pourront faire appel au même. Ah, même celui de la CNIL ? Non, sur le site de la CNIL, c'est là où j'ai trouvé l'information. D'accord, oui, j'avais. Ils peuvent en avoir un commun à plusieurs entreprises. Ouais, voilà. Moi, c'est ça. Oui. Quelle est la différence avec celui qui existe, là, le correspondant de protection des données ? C'est ça qui a déjà les CPD ou les CIL. Oui. Donc, mais parce qu'il va être propre à chaque entreprise de traitement des données. Enfin, propre. Non, celui-là, ce nouveau délégué. Ils ne sont pas obligés d'y recourir, par contre. Là, est-ce que ce sera obligatoire ? C'est ça ? Alors. Parce que les CPD, ils ne sont pas obligés d'y recourir. Oui. Ils peuvent le faire. Oui. Ça leur évite les histoires de déclaration. Oui. Le CIL, c'est l'interface entre l'entreprise et la CNIL. Puisque là, c'est quelque chose qui réglera un contentieux. C'est pour le contentieux, ça ? Mais pour éviter le contentieux, oui. Le CIL joue ce rôle-là aussi dans les entreprises. Oui, mais là, Il est c'est garant à l'échelle Européenne. Là, c'est à l'échelle européenne. Le CIL est étendu à l'échelle européenne, je pense que c'est ça. C'est devenu obligatoire. En fait, Oui. Au rectorat, le CIL est devenu le délégué. Voilà, c'est ça. Donc c'est vers lui que tous ceux qui traitent des données passent par lui, lui font parvenir leur formulaire des données, etc. Mais c'est notre CIL qui est devenu délégué. Voilà, c'est ça. Et par contre, ça étend, donc nous on avait déjà, mais peut-être que dans certains États, il n'y avait pas ce système-là. Et là, ça l'oblige à... Voilà. Et ça harmonise sur une même méthode en fait de travail. Mais il y a toujours quand même le problème, bon, là c'est très bien pour les entreprises européennes, etc., mais les quid des entreprises russes, américaines, en fait on est toujours aussi démunis.
Oui, parce que voilà, je voulais en parler un petit peu aussi sur cette question du transfert des données. On ne peut pas imposer, bien sûr, une réglementation, enfin, on ne peut pas imposer la réglementation européenne, mais on essaye de trouver quand même, voilà, on essaie de trouver au maximum des liens avec dès on peut trouver un lien avec le territoire européen, on va dire que ça rentre dans le champ d'application du droit européen. Du coup, Google va se conformer sur le territoire européen à ça. C'est ça. Mais là maintenant. Facebook aussi. Oui, ou alors ils vont aller en Suisse, qui permettra d'échapper à la. Pas sûr, non. Alors, je ne vais pas revérifier dans quelle mesure la Suisse était d'accord ou pas. Est-ce qu'elle participe Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils étaient. Des paradis fiscaux. Oui, il va y avoir des paradis des données. Ouais. Oui, c'est sûr. Évident. Alors, vous me dites si je déborde un peu, parce que j'ai prévu 17 diapositives, je crois, je dois être à la 4. Il va falloir un petit peu. mais de toute façon, on peut. Voilà, donc cette idée-là, effectivement, est de donner accès à une même réglementation et à un recours plus simple. C'est l'idée que ça soit plus simple pour les utilisateurs, en fait. Alors, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître, c'est quand même plus simple d'aller voir un délégué que de saisir la justice. Ça c'est évident. Bon, voilà. Donc, c'est cette pratique-là, même si c'est quand même assez courant aussi en Europe. Voilà, ce que je voulais voir maintenant, c'est les risques. J'ai identifié quelques risques en distinguant les pratiques étatiques et les pratiques privées. Sur les pratiques étatiques, donc, il y a beaucoup de choses problématiques. Voilà ce que moi j'ai identifié, parce que j'ai aussi, sur ce point-là, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est intéressante. Donc la question de la surveillance de masse, donc l'interception des communications et de la surveillance secrète, en fait. Donc là, c'est bien l'idée, on a peur de l'État parce qu'il peut surveiller nos moindres faits et gestes. La question des fichiers de police, et donc là, on est aussi savoir qui est fiché, pendant combien de temps et qui peut utiliser les données qui sont dans ces fichiers. Et bon, la France se fait condamner quand même par la Cour européenne quelquefois. Et puis cette question, effectivement, du transfert des données avec d'autres, hors de l'Europe, et particulièrement donc avec les États-Unis. Alors en ce qui concerne la surveillance de masse, on a ces deux arrêts fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, donc Zakharov contre Russie et Szabo et Vici contre Hongrie. Alors il s'agissait ici d'interception de communication, mais de manière secrète. D'accord ? Alors, c'est juste de retrouver les bonnes pages. Donc, alors avec le but évidemment de la lutte antiterroriste, d'accord, dans l'affaire Zakharov, dans les deux affaires. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il n'y a pas de garantie adéquate pour la protection des personnes dans le système de surveillance mis en place par la législation russe, d'accord. Et elle insiste sur cette idée que, au fond, tout système de surveillance secrète présente des risques particuliers, donc nécessite des garanties spécifiques. Et là, il n'y avait absolument pas ces garanties. Donc, on n'a pas connaissance, on n'a pas accès, on ne peut pas contester. Et ça portait sur une très grande partie de la population. Donc, la Cour porte bien toujours met quand même toujours en avant qu'il y a un intérêt général à protéger, d'accord, mais qu'il faut trouver cet équilibre. D'accord ? Et elle essaie justement de faire en sorte que la lutte contre le terrorisme, notamment, même si elle précise que c'est une lutte qui est difficile, qui peut demander à l'État de mettre en place des mesures qui peuvent être plus attentatoires aux libertés, il y a quand même une limite. D'accord ? Donc on ne peut pas céder toutes nos libertés sous prétexte de la sécurité. D'accord ? Là, on retrouve vraiment cet enjeu fondamental entre la liberté et la sécurité. À quel point on est prêt à abandonner notre liberté pour garantir la sécurité. Donc, dans ces deux affaires, la Cour, on a considéré que la Cour mettait une sorte de point d'arrêt à ces surveillances de masse. Donc, avec des éléments très précis sur les garanties que la législation doit offrir aux individus.
D'accord? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de la surveillance secrète, mais il faut absolument qu'il y ait ces garanties auprès des individus, donc on puisse savoir, avoir connaissance à un moment donné si on est poursuivi et que l'on puisse contester l'utilisation qui est faite par l'État. Alors, vous voyez là, je vous ai remis la référence de l'arrêt de 2016 de la Cour de justice, c'était les deux Sferige, parce qu'on est aussi sur cette idée justement de trop de conservation des données et qui fait une surveillance totalement généralisée. L'arrêt Schrems de la Cour de justice de 2015, c'est celui qui met le coup d'arrêt au Safe Harbor, donc au bouclier de protection des données, l'accord informel qui existait entre l'Union européenne et les États-Unis, où la Cour de justice considère que le système américain n'est pas suffisamment protecteur des données et donc que la décision de la Commission de valider ce système et de transférer des données européennes aux États-Unis est contraire à la Charte des droits fondamentaux. D'accord? Donc là aussi, vraiment cette idée qu'il faut garantir cet équilibre entre les intérêts, bien sûr, généraux, intérêts publics et l'intérêt privé des personnes. Alors, je voulais juste revenir un peu sur l'affaire Schrems, mais je ne retrouve plus mes feuilles. J'ai dû les mélanger là, voilà. Alors, cet arrêt Schrems, donc, qui met fin au Safe Harbor, va donner lieu finalement donc, à un nouvel accord entre les États-Unis et l'Union européenne, et qui est encore plus loin en fait, si vous voulez, qui est lié aussi qui va donner lieu à deux éléments. C'est un peu compliqué, parce que le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis, mais ça peut être avec d'autres États, le transfert des données peut se faire à deux fins. Soit à des fins répressives, donc c'est pour poursuivre une personne ou mener une enquête, d'accord, ou à des fins commerciales. Donc à des fins répressives, c'est par rapport à l'État, c'est l'État qui va utiliser ces données. À des fins commerciales, ce sont des entreprises qui vont utiliser. Donc on a rediscuté avec les États-Unis. Pour le transfert des données à des fins répressives, eh bien, c'est un accord cadre de 2016 donc, qui est venu donner plus de droits aux citoyens européens. Alors, la CNIL et puis le G29, donc l'ensemble des autorités de protection des données, sont encore un peu réticentes. Donc elles ont estimé que l'accord cadre de 2016 apporte des améliorations, ça c'est certain, notamment par rapport à l'information et au droit de recours, mais qu'il reste des points un petit peu délicats, notamment, j'essaie de vous retrouver, le droit d'accès, il me semble qu'il y a le problème du droit d'accès des citoyens à leurs données, et le mécanisme, justement, l'équivalent du délégué, donc l'équivalent du médiateur au niveau des États-Unis, on n'est pas garanti qu'il soit totalement indépendant du gouvernement. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est cet accord qui va s'appliquer maintenant, avec ces réticences encore de la part des autorités de protection des données, mais donc à suivre. Donc il peut continuer à avoir des problèmes par rapport à ces questions-là. Voilà, donc quand même, et ce qui est là aussi intéressant de ce point de vue par rapport à la surveillance de masse, c'est qu'on est sur une interprétation coordonnée entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice. Ce qui n'est pas toujours le cas, et même parce qu'elles interviennent quand même dans des cadres différents. Et comme je vous ai dit, déjà, on a pour la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, l'idée qu'on protège l'individu en tant que tel, et devant la Cour de justice, qu'il y a quand même des intérêts économiques qui sont en jeu, d'accord, et qu'il faut faire attention à ça. Mais là,
de ce point de vue-là, sur la surveillance de masse, on est sur la même longueur d'onde, et ce qui fait qu'on ne laissera pas échapper. En tout cas, les deux cours européennes ne veulent pas laisser échapper le contrôle et dire qu'il y a des limites qu'on a posées, même si les circonstances sont particulières d'aujourd'hui par rapport au risque pour la sécurité de différentes manières, eh bien, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Ce qui explique la différence d'approche par rapport aux États-Unis où au nom de l'antiterrorisme on accepte tout, quasi tout, et qu'en Europe il y a une espèce de convergence des juges vers une protection malgré tout. Ce qui est rassurant, mais oui. C'est étrange. On aurait pu imaginer que tout le monde était d'accord pour... C'est des raisons historiques. C'est la culture des juges qui fait ça, parce que c'est pas une demande du citoyen. Pour moi, le citoyen oui. est complètement hors de ces préoccupations-là. Enfin, il me semble. Oui. Alors c'est une forme de culture effectivement par rapport à peut-être à la confiance dans l'État. Et je dirais peut-être qu'en Europe on est plus méfiant. On est plus méfiant et du coup on se dit qu'il faut vraiment qu'il y ait ces garde-fous. Tandis qu'aux États-Unis, comme on a quand même un État qui intervient moins, d'une certaine manière, et qui se répartit, puisque l'intervention elle est soit au niveau fédéral, soit au niveau fédéré, on a l'impression que c'est dilué et qu'il y a moins d'intervention, et donc on peut laisser plus faire en fait. Mais du coup, il y a moins de protection, mais vraiment moins. Mais bon, on n'a pas eu l'histoire, ils n'ont pas eu la même histoire que nous. la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui a suivi. Oui. La guerre froide et tout ce qui a suivi, probablement. Oh, bah, ils ont quand même un peu... Oui, la guerre froide quand même, mais... La Seconde Guerre mondiale, Oui. justement à l'intrusion de l'État. ce qu'a fait, oui, la SASI et compagnie, tout ça, tout le monde ne l'a pas encore oublié, en tout cas dans Oui. les instances dirigeantes. Oui. Oui, mais bon, les excès de la CIA et tout ça, ils sont comme... Enfin, ils existent aussi. C'est-à-dire que... C'est pas comment... Mais aux États-Unis, le juge peut quand même intervenir. Hein. Il y a plus cette idée qu'en fait... Après, voilà. On va agir après et on va laisser chacun réagir en réalité. C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus individualiste au fond. Nous en Europe, on va dire il faut qu'il y ait une même protection pour tous et c'est d'une certaine manière centralisé. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plutôt de dire effectivement, s'il y a un problème, c'est celui qui a subi le problème qui va agir. On est beaucoup sur cette question-là. Mais ça fait des avancées aussi importantes aux États-Unis. Ça, c'est évident. Mais c'est vraiment effectivement une autre approche. Et certainement moins de méfiance, alors que finalement, les dangers sont les mêmes, d'une certaine manière. Alors, en ce qui concerne les fichiers de police, donc on a beaucoup modifié ces différents fichiers de police. Celui qui existe maintenant, c'est le TAJ, donc j'ai envie de dire traitement, mais maintenant ça m'échappe. Zut. Alors, des antécédents judiciaires, ça c'est sûr. Ouh là là. Ouais, je crois que je ne vais pas l'avoir écrit en entier. Pourquoi ça m'échappe, le T? On cherche. Bah oui, si, fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ça doit quand même être traitement. Et on n'a plus fichier TAJ, fichier de traitement des antécédents judiciaires, non? Traitement, c'est quand même ça. Donc c'est celui qui est applicable aujourd'hui, qui remplace le STIC et le JUDEX. Alors, le STIC avait été jugé comme non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire Brunet de 2014, pour lequel donc la Cour avait considéré qu'il y avait un caractère disproportionné du délai de conservation des données et beaucoup de difficultés pour obtenir l'effacement des données. Donc là, la Cour européenne des droits de l'homme, alors en plus ça concernait, j'ai retrouvé le chiffre, 9 500 000 personnes. Oui, parce que là ça concernait en fait toutes les personnes mises en cause dans une affaire. Et mise en cause, c'est pas seulement celui qui est poursuivi. Ça peut être donc toutes les victimes, les témoins, et c'était énorme, d'accord? Donc beaucoup trop large, avec une durée de conservation beaucoup trop longue.
d'accord, et des difficultés pour obtenir l'effacement, une fois que l'affaire avait été jugée ou qu'il n'y avait justement pas eu d'affaire. Donc là, la Cour avait sanctionné ce fichier, et dans le dernier arrêt en date, donc qui est l'arrêt Ekaguer, prononcé comme ça, de 2017, eh bien, la Cour a de nouveau considéré, mais là pour le coup le fichier qui est actuel, le fichier TAJ, qu'il est aussi contraire à l'article 8, qu'il y a aussi une atteinte disproportionnée, notamment en matière de durée des traitements et de l'impossibilité de l'effacement. Alors, ce qui est un petit peu problématique sur cette question-là, c'est qu'on a une décision du Conseil constitutionnel de 2010 qui dit que le fichier TAJ est conforme à la Constitution. Donc ça, c'est toujours un grand problème, conforme à la Constitution, mais contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Comment on va résoudre ça? Et alors, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme dit, on a bien cette décision de 2010 du Conseil constitutionnel, mais qui était faite sous réserve d'interprétation. C'était qui, alors précisément, les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution sous réserve de proportionner la durée de conservation des données à la gravité de l'infraction, ce qui n'était pas le cas dans le TAJ. Or, ça n'a pas été fait. Donc, il n'y a pas eu une proportionnalité en fonction de la gravité de l'infraction. Donc, c'est ça que la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne. Ce n'est pas tout le système, c'est qu'on ne tienne pas compte de la gravité de l'infraction. D'accord. Donc là, c'était pour il avait refusé justement le test ADN, me semble-t-il, mais il contestait pour. C'était un manifestant qui contestait pour. Voilà, je sais plus quoi. Voilà, un faucheur OGM. Il avait refusé et voilà. Voilà. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme dit entre un crime ou voilà, et puis ça, il y a vraiment une différence, et donc on ne doit pas avoir la même durée d'effacement et la durée de conservation et la possibilité d'effacement. D'accord. Donc de nouveaux sanctions, et donc là il va falloir réaménager quand même le système du TAJ par rapport à ça. Et je vous ai trouvé donc cette décision du Conseil constitutionnel d'octobre 2017. Donc en QPC, ça veut dire question prioritaire de constitutionnalité, puisque saisie par la Cour de cassation, ici, toujours donc sur le TAJ. Et donc le Conseil constitutionnel dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, notamment donc à la question des données sensibles, le nombre de personnes concernées, la durée de conservation, l'impossibilité de l'effacement. Donc on a convergence dans cette décision du Conseil constitutionnel. Donc convergence avec la CEDH. Voilà. Non, avec Si, avec la CEDH, puisque c'est après et que c'est par ce biais indirect en fait de contrôle de constitutionnalité. Donc il a changé son avis. Oui. Et alors pourquoi il le fait? Je vois que vous êtes vraiment... Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas juriste en fait? Ah oui, voilà. Parce que le Conseil constitutionnel considère que l'intervention de l'arrêt Brunet en 2014 est un changement de circonstance par rapport à cette décision de 2010 sur la constitutionnalité de la loi. D'accord? Changement de circonstance, donc il peut revenir, on n'est pas exactement dans les mêmes situations, donc on peut revenir et vérifier s'il y a toujours constitutionnalité. Et là, pour le coup, il n'y a pas de constitutionnalité. Et non, parce que vous voyez, on est quand même vraiment sur le... On a quand même le fait que dans la décision de 2010, le Conseil constitutionnel disait qu'il fallait voilà, vous voyez, il y avait cette réserve d'interprétation quand même, qui n'a pas donné lieu ensuite à une action de l'administration, ou du gouvernement. Et donc, non, parce que là, je pense que ça tient à peu près, le raisonnement tient quand même à peu près. Et puis, d'une certaine manière, au fond, on pourrait... moi, je trouve que, bon, évidemment, en tant qu'européaniste, je trouve ça bien que le Conseil constitutionnel dise qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est un changement de circonstance. Et donc, ça donne aussi, vous voyez, quand même, je trouve, l'intérêt de la QPC. Parce que sinon, voilà, après, tout n'est pas figé. Hein, et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour apprécier la constitutionnalité. Donc voilà, un peu, on va dire que en 2017, ça stabilise un petit peu, je trouve, par rapport à pour la France, par rapport au fichier, alors qu'on avait quand même beaucoup d'affaires assez où on était toujours sanctionnés. Alors, on n'est pas les seuls, bien sûr, au niveau européen, sur l'utilisation des fichiers de police. La Cour européenne des droits de l'homme considère quand même très souvent qu'il y a atteinte disproportionnée à la vie privée. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de fichiers de police. Elle dit bien sûr, au contraire, il faut qu'il y ait des fichiers de police. C'est pour lutter contre les
les infractions, on a besoin de ces éléments-là, mais il y a toujours le problème de la durée. Et pour certains autres États, c'est ceux qui ont accès aux données. Et souvent, c'est trop large. Il y a trop de personnes qui ont accès aux données, alors qu'il faudrait que ça soit vraiment limité alors ce que nous on appelle les officiers de police judiciaire, mais limité à certaines personnes et que pour des enquêtes de police, parce qu'il me semble que dans le fichier-tage, ça peut aussi être utilisé pour des enquêtes administratives. Voilà, donc on élargit les personnes qui peuvent utiliser le fichier. Bon, c'était pas l'objet de ces affaires-là, donc il n'y a pas de sanction de ce point de vue-là. Du point de vue de la personne, est-ce qu'elle a la possibilité dans une enquête de décider de refuser? Parce que pour ceux qui ont fauché les OGM, Oui. Il y en a plein qui ne voulaient pas donner leur empreinte ADN, notamment. Oui. Et que ça a été considéré comme une présomption de culpabilité, d'une certaine manière. Oui. Enfin, on ne peut pas dire non. Non, on ne peut pas dire non. On a un comportement suspicieux si on dit non. Et alors même, c'est une infraction, en fait. Donc c'est... Oui, Voilà. donc, du coup, En tant que tel, c'est une infraction. Consentement libre et éclairé sur la... Mais comme Sur dans le- une Ah oui. enquête, Et voilà. Ah oui, mais dans une enquête, tu peux aussi être innocent. Ah bah bien sûr. Oui, mais tant que tu es dans l'enquête, Voilà, là, il y a la supériorité de l'intérêt général. En plus, à chaque fois, ils sont pointés comme ne pas respectant les règles, Oui. ne respectant pas les règles. Oui. On sait que le TAJ ne respecte pas les règles, Oui. même s'il Oui, est oui, oui. suivi constamment. Oui, Donc on est quand même dans... on est coincé. Oui. Ouais. Alors en fait, l'idée c'est ça, c'est de se soumettre, mais ensuite pouvoir que les données soient conservées peu de temps et qu'elles puissent être effacées. S'il n'y a rien justement, si vous êtes déclaré innocent ou même pas poursuivi parce que les poursuites s'arrêtent. C'est là qu'il faut... Voilà, l'idée c'est ça, cet équilibre il va se faire, on va dire, on est quand même obligé de donner notre empreinte génétique, mais ensuite elle ne sera plus conservée et plus utilisée. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine l'équilibre. Donc il faut accepter cette première atteinte pour qu'ensuite elle puisse ne pas avoir de conséquences en fait, mais permettre qu'elle n'ait pas de conséquences. Mais c'est vrai que là le fichier il ne fonctionne pas bien pour le moment et il me semble que j'ai vu aussi la CNIL rappelle à l'ordre les ministères parce qu'ils mettent trop longtemps à répondre aux demandes d'effacement. Donc voilà. Alors est-ce que je suis pas, alors j'ai pas trouvé les chiffres. Je ne sais pas s'il y a des milliers et des milliers de demandes d'effacement, mais je pense qu'il y a une certaine réticence aussi de la part du ministère d'accéder à ces demandes. C'est un peu comme on disait tout à l'heure par rapport aux données médicales. Oui, on peut toujours demander, mais sauf que c'est un peu le parcours du combattant pour les obtenir. Il peut y avoir aussi des conséquences sur ce qu'on appelle la liberté d'opinion et la liberté d'avoir des actions militantes. Parce que c'est assez incroyable les conséquences que peuvent avoir de la militance pour l'environnement, pour des choses qui paraissent assez anodines. Des gens se retrouvent dans des affaires où ils sont quand même très mal. Enfin, oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas à chaque fois quand même un comportement qui est à la limite de la légalité? Ah bon, après, c'est une question d'opinion. Mais, comment on organise aujourd'hui une résistance? Vous voyez, Greenpeace, sur Oui. des choses qui sont assez fondamentales. Oui. Eh bien, on est toujours dans l'illégalité maintenant, dans la militance efficace. On se pose tout de suite comment on franchit. Oui. c'est comme Clairement, les lanceurs d'alerte en fait. Hein. le message, ne faites surtout rien parce que quand vous faites quelque chose, vous risquez gros maintenant. Enfin, c'est à peu près ça. Oui. Alors qu'il y a 20 ans, on n'était pas fiché systématiquement quand on faisait une action militante. Oui. Enfin, Oui. il me semble. On le savait moins. C'était peut-être aussi moins utilisé. Oui, mais ça savait moins et c'est moins efficace. Oui. C'est très intéressant votre point de vue. Je ne connais pas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme où ça a été invoqué par rapport à la liberté de manifestation et d'expression. Vous voyez, pour l'instant, on n'est que sur la protection de la vie privée. Alors que c'est très intéressant. La force des lobbies, moi ça m'intéresse sur les semences. Vous voyez, enfin, c'est complètement à côté. Oui. Mais sur les semences et les limites qu'on a aujourd'hui sur ça, pour les agriculteurs, Oui. ils se retrouvent dans des litiges qui les dépassent complètement, avec assez peu de moyens finalement de se défendre. Oui. Parce que le fichage des graines Oui. est en train de se faire aussi. Oui. Enfin, c'est un autre problème. Oui. Oui. Mais C'est lié en même temps. C'est quand même breveter le vivant Oui, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est comment on utilise ce qu'on a collecté. Hein. C'est quand même surtout ça le problème. Ouais. Et donc, quand on est un peu juriste, justement, ça nous freine. Enfin, moi, clairement, Oui, je vois d'accord. tout de suite ce que je risque. Alors qu'autour de moi, il y a des militants qui ne savent pas, donc ils y vont à fond. Oui. Je dis, bah, dis donc.
Oui. Enfin bon, bref. Oui, oui, oui. En fait, c'est la limite de nos libertés aussi. Oui. C'est super important qu'on soit protégé. Oui, mais apparemment, en 2017, là, vous dites au niveau des dialogues des juges, il y a vraiment maintenant une harmonisation entre la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel, et puis donc les cours de cassation françaises. Oui, donc oui. ils vont tous dans le même sens. Donc s'ils vont dans le même sens, on est un peu plus protégé, en théorie. Oui, sauf qu'on a quand même le point de départ. C'est pas terrible. Dans la pratique, les fichiers, ils restent en Ça veut fait. dire que si on saisit la justice police et qu'on n'agit a pas. de l'énergie, on Oui. va finir par obtenir gain de cause. Voilà, Et c'est ça. Au bout d'un certain temps. Oui. Oui. quelques années. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'on est quand même au point de départ, on admet l'ingérence. Et on est obligé d'admettre, voilà. Et voilà. Et, ouais. Ça peut faire des dégâts personnels. Oui. Si tu as gain de cause 10 ans après, Eh oui. Ouais. globalement, Oh, ça va quand même un peu plus vite. Ouais. Ça pose aussi le problème de la présomption d'innocence, parce que finalement, quand on ressort des infractions, des petites infractions qui se sont déroulées il y a 10 ans, qui n'ont pas lieu d'être citées au tribunal et que le juge ou le procureur les ressort, Ouais, oui. ça pose un gros problème. Ah ben oui, oui, oui. Donc, Mais suite à ces décisions, Oui. par exemple celle de la Cour européenne des droits Oui. de l'homme, l'État français doit bien, entre autres, revenir sur le contenu Oui. du TEJ. Enfin, Oui. non, Ah si, bien sûr. normalement, elle Tout à fait. s'applique de Oui. manière... enfin le Ouais. TIC, le TAJ, et puis après ça va être le TEJ, le TIC. Ah oui, oui, oui. Oui, mais enfin, normalement... Non, mais, ben voilà, tout à fait. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas de moyens de contrainte. L'État doit respecter son obligation, donc il doit normalement modifier. Alors, voilà, ils peuvent mettre le temps. En même temps, à suivre quand même avec le fait qu'il y ait la décision du Conseil constitutionnel, ça peut-être quand même pousser les choses un petit peu plus rapidement. Mais dans l'affaire Brunet, là c'était un gendarme qui avait fait exprès vous vous souvenez, hein, d'utiliser de transmettre en fait les données du stick pour bien montrer qu'il n'y avait aucune protection. C'est un lanceur d'alerte et ça lui Voilà. a coûté cher. Très cher, et il n'arrive pas à se... Donc là, il est encore dans ses procédures. Il demande sa réintégration. Il a été mis à la retraite d'office. Il a demandé sa réintégration, et il me semble que le dernier jugement du Conseil d'État ne lui donne pas raison. Donc c'est fichu. Il n'est pas réhabilité. Il n'est pas réhabilité. Exemplaire, Oui. celui-ci. Oui. Un excellent. Oui. Non, mais Oui, et puis là, ça dure. c'est- au niveau de l'individu, Ah ben c'est oui. comme le rouleau compresseur. Oui. Oui. Ah ben ça, c'est sûr. Sur quelqu'un qui repère que c'est pas possible Oui. de continuer comme Oui. ça, il lance une alerte comme si nous, on Ouais. Alors on lui a reproché d'avoir fait comme ça. Oui, parce qu'il aurait dû voilà. Avertir son supérieur hiérarchique. Ma foi, bon. Ouais. Oui. Ça aurait été Voilà, bon. Ouais. Mais alors vous savez que pour vraiment les lanceurs d'alerte, il me semble que dit ce qu'il faut qu'il fasse pour ils doivent obligatoirement passer par cette étape-là. Donc même si bien sûr c'est étouffé, ils doivent forcément passer par cette étape-là, c'est un préalable, et ensuite ils peuvent utiliser les journaux, enfin les médias, voilà. Mais ils doivent avoir utilisé d'abord le recours hiérarchique. Enfin pas le recours, mais l'information au hiérarchique. Ouais. Alors, voilà, transfert des données, il y a encore, on est toujours dans cette même idée, et donc là, comme vous disiez tout à l'heure, ça pose quand même des problèmes dans les relations internationales de l'Union européenne, et du fait qu'on a cette différence de protection entre le monde, on va dire, d'Amérique du Nord, hein, en fait, c'est cette idée-là, et puis l'Europe. Donc on a cet accord cadre qui va être appliqué maintenant. Alors je crois que la Commission, mais bon voilà, vient de sortir un rapport sur la première année d'application de l'accord cadre, et elle dit que ça va. Bon, voilà, est-ce qu'elle peut vraiment dire ça ne va pas? Bon, je crois que ça reste assez neutre. Mais en revanche, on a encore eu ce problème pour l'accord avec le Canada sur les transferts de données des passagers aériens. Donc là, le PNR, c'est pour les passagers aériens. Donc on avait négocié cet accord avec le Canada, et les accords internationaux de l'Union européenne, on peut saisir la Cour de justice d'une demande d'avis, c'est pas un arrêt, mais un avis sur la conformité de l'accord avec le droit de l'Union européenne. Et là, la Cour de justice dit que c'est pas conforme.
Donc que l'accord qu'on avait négocié avec le Canada, eh bien, il est incompatible avec les droits fondamentaux, notamment, toujours sur cette question de la protection des données personnelles, pas suffisante. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas suffisante, ce n'est pas au niveau aussi élevé que le niveau européen, et donc ce n'est pas valable. Alors, ça c'est problématique, parce que du coup, il faut renégocier. Il faut renégocier, et comme on sait évidemment qu'avec le CETA, c'est aussi quand même un petit peu délicat, il y a tout ça qui est mis en avant, mais en même temps, effectivement, on a quand même un peu cette... voilà, c'est un peu ce défaut qu'on a de dire heureusement qu'il y a le juge et que le juge a posé ses limites, au fond, parce que finalement, c'est pas forcément seulement pour s'opposer au Canada, c'est pour dire, voilà, nous on a cette conception de la protection, est-ce que finalement les Canadiens ne seraient pas gagnants à ce que le niveau de protection soit plus élevé, parce qu'évidemment tous ces accords sont réciproques. Donc voilà, là du coup ça remet en jeu, il faut renégocier cet accord, et ça peut aussi poser des problèmes, je crois, parce qu'on a même un accord PNR au niveau européen, me semble-t-il, qui serait peut-être, enfin qui ressemblait quand même pas mal à celui qu'on a négocié avec le Canada, donc qui passe peut-être pas non plus le contrôle de la Cour de justice. Donc à voir si tout ça complique pas encore un peu les choses. Donc, sur les pratiques privées, je voulais revenir un petit peu. On a déjà vu un petit peu sur le transfert des données à des fins commerciales, et puis la question du profilage. Mais essayez de pas trop prendre de temps tout de même. Donc là, c'est l'autre volet de l'accord avec les États-Unis qui concerne le transfert des données à des fins commerciales. Donc là, celui-là, on l'a appelé Privacy Shield, et finalement, il est... Donc là, c'est de nouveau le groupe 29 qui énonce ces différentes préoccupations. Donc, comme je vous ai noté, problème des décisions automatisées, pas suffisamment de contrôle, pas de droit d'opposition, pas de garantie assez stricte par rapport à l'indépendance du médiateur et des pouvoirs qui lui sont accordés. Donc, on va dire que l'accord, globalement, a des points positifs. On est allé de l'avant sur la protection des citoyens. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout la possibilité du droit de recours. D'accord ? Donc, s'il y a un souci, vous pouvez exercer votre droit de recours, mais c'est toujours pareil. Il faut mettre en branle toute la machine judiciaire, ce qui n'est pas forcément évident. Mais le G29 est toujours assez sceptique par rapport à un certain nombre de points. Et la même association qu'on avait vue pour la directive donc sur la protection des données, la Digital Rights Ireland, a exercé un recours en annulation contre la décision de la Commission européenne de mise en œuvre de ce Privacy Shield. Et par contre, ça a été rejeté par le tribunal. Alors, c'est pour une question de procédure. Donc, toujours sur le Privacy Shield, le tribunal donc, a été saisi, il a rejeté ça fin novembre 2017. Il a considéré qu'en fait, l'association n'avait pas intérêt à agir contre cette décision. Donc, c'est pas que... Donc, du coup, il n'a pas examiné au fond. Puisqu'elle n'est pas touchée en tant... Alors c'est toujours le problème des associations. Elle n'est pas touchée en tant que telle, puisqu'elle ne fait pas de traitement de données, et donc... et puis, elle n'est pas considérée représenter les intérêts de ses... À elle seule, elle ne peut pas représenter les intérêts de ses membres. Donc, elle n'avait pas qualité à agir. Alors, à voir, est-ce qu'on va trouver un autre Schrems ? D'ailleurs, c'est possible que cet étudiant autrichien soit aussi en train de regarder pour contester. Parce que voilà, il faut qu'il y ait une personne privée qui serait touchée, qui puisse contester pour qu'on arrive éventuellement à ce qu'on examine de nouveau cet accord. Bon, là, à voir. Ensuite, donc, dans les pratiques privées, alors, il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'avais juste sorti celui-ci, mais effectivement, c'est un petit peu dense. C'est la question du profilage. Comment on utilise en fait vos données pour savoir qui vous êtes exactement et ce qu'on peut vous proposer. Donc, c'est vraiment à des fins commerciales. Donc, pour prédire. Alors, vous voyez que l'on dit prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, enfin beaucoup de choses. Donc ça peut être à des fins commerciales, mais ça peut être aussi à des fins privées dans le cadre de l'entreprise, pour le rendement au travail, cette question du profilage, parce que ça c'est de plus en plus, me semble-t-il, on compte combien vous avez envoyé de mails, enfin voilà, on peut tout vérifier, combien de fois vous êtes connecté à ces différentes sources.
Et donc, dans le règlement, là ce que je vous ai repris, c'est le texte du règlement général de protection des données. Donc, il faut prévoir des garanties appropriées en matière de profilage. Donc, on tourne toujours à la même chose. L'information, le droit d'obtenir une intervention humaine. Parce que tout ça, évidemment, ce sont des machines. Donc, obtenir qu'il y ait quelqu'un qui regarde véritablement les questions et d'obtenir une explication donc, par rapport à la décision prise sur la base de ce profilage. Et on prévoit que le profilage n'est pas possible avec les données sensibles. Donc, ça reste sur des éléments plus généraux. Donc là, c'est à suivre. Hein, je pense que c'est des points qui sont problématiques. Mais c'est toujours la même question, il faut être très très vigilant en réalité, nous de notre côté, et c'est à chacun finalement de réagir, ce qui est pas du tout, c'est quand même pas du tout évident, quoi. Enfin, il me semble. Je voudrais peut-être faire une petite pause oui. de 5 minutes, puisque maintenant on est trop oui, tout à fait, bien sûr. Prendre un café. D'accord. Oui, voilà, parce qu'en plus là, on passe quand même à d'autres questions un petit peu différentes, bien sûr. Alors, si on reprend avec cette question un petit peu spécifique, donc du coup, parce qu'on reste un peu quand même dans le domaine des pratiques privées, hein, la protection des données personnelles dans leur utilisation par les opérateurs privés, et c'est la question donc du droit à l'oubli numérique. Alors, il faut bien préciser numérique parce que finalement, il peut y avoir aussi une autre forme de droit à l'oubli, hein, tout simple. Hein. Donc là, c'est vraiment la question du droit à l'oubli numérique, ou ce qu'on appelle le déréférencement. Et c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui l'a créé d'une certaine manière, hein, dans son arrêt, donc le même arrêt Digital Rights de 2014. Et dans l'arrêt Google Spain aussi de 2014, c'est essentiellement dans l'arrêt Google Spain de 2014 que la Cour de justice a dit justement donc qu'il y avait d'une certaine manière la nécessité de pouvoir organiser l'oubli sur Internet. Donc il y aurait cette nécessité, toujours pour protéger la vie privée. Donc il faudrait pouvoir mettre en place, organiser l'oubli sur Internet. Donc, la possibilité pour l'individu, dans la mesure du possible, de maîtriser ce qu'il laisse sur Internet. Et c'est quand même assez délicat. Et donc, vu l'ampleur que l'on peut, qu'une information sur Internet peut avoir, la Cour de justice a dit que pour que ça protège tout de même la vie privée, il faut pouvoir obtenir le déréférencement, c'est-à-dire la suppression de la référence. Alors, ce n'est pas la suppression de l'information, hein, c'est la suppression de la référence. C'est-à-dire que lorsque l'on met le nom ou l'action, hein, l'événement peut-être, eh bien on n'est pas le lien vers le site lui-même qui parle de cette personne ou de cette action. Alors, l'obligation, donc c'est l'individu qui doit pouvoir demander au moteur de recherche, et le moteur de recherche est qualifié dans ce cadre-là d'opérateur de traitement des données, et il a l'obligation donc de répondre à cette demande. Alors par contre évidemment il y a tout de suite un problème qui se pose, là on est de nouveau dans la balance des droits, parce qu'on a de l'autre côté, hein, on a d'un côté la vie privée et les données personnelles, ou plus largement la vie privée, et de l'autre on a le droit à l'information, la liberté d'expression, et même peut-être d'une certaine manière le devoir de mémoire et la question des archives d'une certaine manière. Même si bien sûr, on a dit, on ne supprime pas le texte lui-même, il peut toujours être accessible, mais il ne sera pas référencé. Donc la Cour de justice a dit que la vie privée doit primer l'intérêt économique de l'exploitant des données. Donc, la vie privée doit primer l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche et même l'intérêt du public à trouver l'information. Donc là, elle a donné la primauté à la vie privée, mais en posant un certain nombre de garde-fous. Donc en posant un certain nombre de garde-fous, de limites. Il faut
qu'on demande cet effacement s'il y a inexactitude de l'information, s'il n'y a pas de mise à jour de l'information, s'il y a une durée déraisonnable de l'information, enfin du maintien de l'information, et on peut refuser ce droit à l'oubli s'il y a un intérêt prépondérant. Donc on peut refuser ce droit à l'oubli s'il y a un intérêt prépondérant du public d'avoir accès à l'information. Et là, notamment, si c'est le cas d'une personne publique, sur laquelle on doit pouvoir continuer d'avoir ces informations. Il faut, donc, le risque, effectivement, c'est que les individus puissent, par ce biais-là, gérer leur passé et éventuellement le modifier. D'accord ? De ce point de vue. Donc, on a le risque d'abus, pour une fois, le risque d'abus de la part des individus eux-mêmes, alors que, bien sûr, on a au point de départ, le premier problème, c'est le risque d'abus des autres sur les données qu'ils vont trouver sur la personne sur Internet, mais aussi de se refaire donc un passé tout propre, alors qu'on ne le mérite pas forcément. Et bien sûr, dans cette problématique, il y a une problématique aussi plus, on va dire, technique, c'est comment fait le moteur de recherche. Donc, l'obligation pèse sur le moteur de recherche et comment il fait et dans quelle mesure. C'est-à-dire jusqu'où il peut aller pour supprimer, pour faire ce déréférencement. Et donc, le problème se pose notamment pour Google, puisque cette réglementation, donc cet arrêt de la Cour de justice vaut pour les citoyens européens. Et est-ce que c'est limité au territoire européen? D'accord? Donc c'est ça la question. C'est ce que dit Google. Il dit que c'est limité au territoire européen. Alors il y avait même, je crois que dans l'affaire Google Spain, c'était même limité à l'endroit où on se connectait. D'accord? Et que ça voulait dire que pour Google, c'était un pays et pas toute l'Union européenne. Donc là, la CNIL, voilà, c'est la CNIL qui a dit, non, c'est pour toute l'Union européenne. Ça vaut pour quel que soit le lieu où on se connecte, pour toute l'Union européenne. Et le problème, c'est de savoir, est-ce que ça vaut pour tout le monde? D'accord? Donc, est-ce que c'est un droit à l'oubli mondial? C'est-à-dire, est-ce que ça va être un déréférencement, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche est lancée, et donc y compris en dehors de l'Union européenne. Pourquoi la question se pose? Parce que ça voudrait dire qu'on impose cette réglementation européenne à des moteurs de recherche dans d'autres États. Mais sur cette question-là, on est encore un peu avec la question aussi alors, pas tout à fait le transfert des données, mais on est liés. La Commission européenne voudrait essayer d'inclure ces éléments sur les transferts de données et sur la protection, donc sur le droit à l'oubli, dans les accords de partenariat économique avec d'autres États. Donc quand on discute de tout un accord d'association ou de partenariat économique, eh bien qu'on inclut cette question du transfert des données, cette question du droit à l'oubli, pour que ça soit finalement réglé. Et là, s'interpose de nouveau donc la vision économique. D'accord? C'est de nouveau la vision économique pour que les entreprises européennes ne soient pas gênées. Et parce que, apparemment, en Russie et en Chine, en fait, les entreprises sont obligées de stocker les données sur le territoire. Elles ne peuvent pas, donc ça leur nécessite, et c'est un coût donc supplémentaire pour les entreprises, les données doivent être stockées sur le territoire. Et donc ça peut être un frein pour les entreprises européennes de devoir déplacer finalement le stockage. Et donc c'est pour ça que ça peut être intégré dans les discussions d'accords économiques au niveau international. Mais alors là ça reste problématique parce qu'apparemment pour le moment on n'est pas d'accord entre Européens sur la manière de faire. Donc du coup, tant qu'on n'a pas cette position commune, évidemment, vis-à-vis des autres, c'est plus difficile de négocier. Voilà, j'ai vu qu'il y a une dizaine d'États membres de l'Union européenne qui seraient en faveur d'inclure cet élément sur la protection des données et le transfert dans tous les accords, et que 10 sur les 27, on va dire, aujourd'hui.
Donc, il y a encore d'autres affaires. Hein. Google est encore... donc, il a été condamné par la CNIL. Alors, vous aviez vu l'amende. Moi, je ne sais pas, ça c'est une manière quand même aussi plaisante d'aborder le droit. 100 000 €. Bon, je pense que ça va être difficile. Mais alors, s'ils ont dit quand même, on va payer. D'accord, vous allez payer. Bon, mais ils contestent quand même. D'accord, donc ils contestent quand même. Et donc, du coup, ils contestent la décision de la CNIL qui leur inflige l'amende. Ils contestent devant le juge administratif. Et le Conseil d'État, dans toujours ce dialogue des juges, eh bien, a sursis à statuer et il a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle pour dire, dites donc, c'était bien sympa votre droit à l'oubli numérique avec Google Spain, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la portée finalement territoriale de votre droit à l'oubli numérique que vous nous avez donné. Donc là, évidemment, ça va pas... quand est-ce qu'il a été saisi? J'ai oublié de renoter. C'était il n'y a pas très longtemps, donc il faut encore attendre. Bon, les délais ne sont pas si longs pour la question préjudicielle devant la Cour de justice, mais voilà, peut-être quand même une année. Donc là, pour préciser la portée territoriale de ce droit à l'oubli numérique. Et donc, on est de nouveau quand même sur cette question de conflit entre, là, des intérêts privés. D'accord, des intérêts économiques qui peuvent mettre aussi à mal les entreprises européennes. Donc on ne sait pas quelle va vraiment être la position de la Cour de justice. Et puis pour terminer, je voulais revenir, même si finalement dans toute la matinée on a beaucoup parlé de cette mise en balance des intérêts, il y a cette question de savoir comment est-ce qu'on peut réglementer au fond. Et il y a plusieurs possibilités de gérer cette question. Alors, j'ai pas la réponse. Hein. Voilà les différentes propositions. On peut d'abord se dire qu'on va réguler par le marché. Donc, première possibilité, c'est la régulation par le marché. Donc, pas de contraintes légales pour les entreprises et simplement l'application du droit commun de la concurrence, en fait. D'accord ? Donc, pas de réglementation spécifique, mais application du droit commun de la concurrence. Donc, par exemple, la tromperie ou le mauvais usage, l'abus par une entreprise. Alors, ça peut fonctionner d'une certaine manière, puisque les entreprises sont quand même aussi sensibles à la publicité, à leur bonne image de marque. Donc, elles peuvent jouer le jeu et avoir une certaine réglementation de ce domaine-là. Et se dire qu'une entreprise, enfin, dénoncer finalement une entreprise qui ne respecterait pas la protection des données, elle serait dénoncée par les autres entreprises. D'accord ? Mais ça serait dans le jeu de la concurrence. Bon, une manière de faire. De l'autre côté, on peut évidemment adopter des normes. C'est l'autre côté de la règle, si on peut dire. Donc, adopter des normes réglementaires où on pose toutes les règles de protection de la vie privée. On pose des contraintes, d'accord, qui doivent être respectées par les entreprises. Alors, il y a bien sûr une règle générale, qui est la même. Il y a bien sûr un effet dissuasif. Mais de l'autre côté, trop de contraintes peut amener à des blocages. Et puis, il y a le problème de la sanction. C'est-à-dire que si on pose des règles, eh bien, il faut aussi aller jusqu'au bout et sanctionner. D'accord ? Et est-ce qu'on est prêt à le faire ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire, d'aller jusqu'au bout systématiquement ? Autre possibilité qui s'appelle l'autorégulation ou passer par le système des labels. Qui peut aussi, et qui est entre deux, si vous voulez. On va quand même réglementer un petit peu, mais par ceux qui sont au cœur même, d'accord, du système, donc par le biais de la labellisation. Donc, chaque entreprise va prévoir une politique de confidentialité, va prévoir une politique de protection des données et que ça va être reconnu par un certain label, par une norme ISO par exemple. On pourrait, il ne me semble pas qu'il y en ait déjà sur cette question-là. Et les entreprises qui respectent ce label, bon, eh bien, il y a une publicité de ce point de vue-là, et ça peut être une forme de marketing, d'accord ? Mais on n'est pas tout à fait sur la régulation par le marché, parce qu'on a quand même un droit de regard, même s'il est interne, il n'est pas fait par l'État. Donc ça, c'est un système qui peut fonctionner, qui peut demander peut-être un peu plus de temps. Moi, je le vois aussi du point de vue de ce qu'on appelle le pacte mondial des Nations Unies, donc sur la question des entreprises qui s'engagent à respecter les droits de l'homme et notamment les droits au travail. C'est vrai qu'au départ, on avait l'impression, on se disait, ça servira à rien, ça sera jamais suivi par les entreprises. Ça prend quand même de l'ampleur, et donc c'est quand même suivi par des
grosses entreprises, par des plus petites entreprises. Et évidemment, plus il y a d'entreprises qui sont signataires et qui respectent, plus il y a d'entreprises qui sont signataires et qui respectent. C'est un peu cet effet d'engrenage. Donc, il y a quand même cette possibilité par le biais de la labellisation qu'il y a des choses qui arrivent, mais ça prendra peut-être plus de temps. Et puis, eh bien, dernière possibilité, et là, effectivement, il faudrait que j'en discute avec une collègue privatiste, c'est la patrimonialisation. Ben, ça me paraît assez dangereux. Moi, je ne serais pas favorable à ça, mais de dire que les données personnelles deviennent une marchandise, donc qui nous appartient et que l'on peut vendre. D'accord, vendre ou louer. Alors, ça va à l'encontre un peu de notre position française et même quand même assez largement européenne par rapport à la non-marchandisation du corps, hein, à l'indisponibilité du corps humain. Parce que bon, alors, les données personnelles, elles sont de différentes sortes, bien sûr, hein, mais on ne pourra pas dire les données personnelles, c'est votre nom, votre numéro de sécurité sociale. Celui-là, ça sera une marchandise, vous pourrez en disposer, et pas votre ADN ou vos éléments génétiques. Donc forcément, si on patrimonialise, ça sera pour le tout. Et voilà, moi je trouve que ça c'est un peu dangereux et je ne suis pas sûre que ça soit... bon, voilà, est-ce que ça protège? Oui, hein. Ça multiplie les outils. Mais alors ça donne cet aspect effectivement économique en fait. Économique, et le fait de dire que ça ne soit pas seulement les entreprises privées qui en profitent, qui puissent faire de l'argent avec nos données, mais nous-mêmes. Voilà. Bon. Et donc, c'est ce sur quoi je voulais terminer, cette opposition en fait entre le modèle américain et européen, mais particulièrement sur la question de la protection des données, parce que on a une spécificité finalement du droit américain par rapport à la protection des données. Déjà, première spécificité, il y a certaines règles qui sont fédérales et d'autres qui sont fédérées. Déjà, ça complique les choses, forcément, avec le système fédéral. Ensuite, aux États-Unis, on a plutôt opté pour une réglementation par domaine. Donc, les données en matière de santé ou les données en matière bancaire, en matière je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre comme... Vous voyez, par différents domaines. Donc, ça multiplie aussi les réglementations. Et surtout, en fait, on ne considère pas qu'il y a un droit général à la protection des données. C'est qu'à chaque fois du droit spécifique. Et ce qu'on veut protéger, c'est le consommateur. Vous voyez, et c'est là, je pense qu'il y a vraiment une autre idée par rapport à nous. Donc on dit il faut protection des données personnelles, mais parce que c'est le consommateur qui doit être protégé. Et donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, par rapport à l'utilisation de ces données par l'État, finalement on est moins méfiant. Et on veut surtout voir quelle utilisation va être faite par le secteur privé et que ça ne soit pas au détriment donc, du consommateur lui-même. Et en fait, finalement, les Américains ont une conception économique. Pragmatique, on dit toujours, mais c'est pas seulement si pragmatique, c'est vraiment une conception économique de la donnée, tandis que nous, c'est plutôt une conception philosophique. Une conception philosophique qui fait que c'est quand on veut protéger les données, eh bien on veut protéger l'individu et le patrimoine de l'individu qui prend différentes formes aujourd'hui par rapport à autrefois. Et donc, sauf que évidemment, on est en Europe, on est un peu dans cette tension en disant on a cette conception philosophique de la donnée, on veut protéger l'individu par rapport à ses libertés, mais en même temps, on ne veut pas gêner nos entreprises dans leur compétitivité. Et voilà. Et comment on va trouver cet équilibre entre le côté économique marchand et le côté plus de liberté individuelle. Voilà. Et donc là, alors là, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est vrai que finalement, c'est ce qu'on a vu pour l'instant. Quand on est au niveau européen, on va s'entendre sur ces conceptions parce qu'on a ces conceptions-là. Mais dès qu'on passe à un niveau international, donc nos rapports avec d'autres, eh bien, c'est plus compliqué. Donc voilà, ce que j'avais prévu de vous dire, on a pris quand même beaucoup de temps. Donc, non, mais... Alors, maintenant, s'il y a des choses que je n'ai pas vues auxquelles vous pensiez que j'allais m'attarder, je vous en prie. Alors après,
après, moi, c'est ça. Je me demandais dans quelle mesure je pouvais vous être utile, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser ces informations pour vos cours. Donc, je ne sais pas si moi aussi j'ai le droit de poser des questions. Comment est-ce que vous organisez un cours par exemple, ce cours sur les données personnelles, finalement, quel est votre objectif avec les élèves? Une sensibilisation. Voilà. Droit et Internet en 3 heures. Ah oui, droit et Internet. On part d'objectifs ou d'enjeux, le problème, puis après on essaie de voir comment le droit y répond en leur donnant soit un arrêt ou D'accord. Par exemple pour Google, trouver un article sur le Par déroulé exemple, on peut l'attaquer Google. par le droit à l'oubli ou par... D'accord. Voilà, donc, Et donc vous faites un choix, oui voilà, vous faites un choix au départ de l'aspect que vous allez traiter. Ouais, ouais. une, 2 ou 3 entrées. Ouais. Et puis même, leur donner un peu les problématiques actuelles. le D'accord. droit de l'Internet, ça peut être abordé aussi par le droit des personnes sur Internet, les droits de l'homme, les droits de la personnalité, le droit à la vie privée, le droit à l'image. D'accord, vous abordez ça aussi. Par exemple, moi j'avais abordé avec le déréférencement. D'accord. À l'oubli. D'accord. Vous n'avez pas sonné, et puis bon, bah, on donne des petites choses sur les données personnelles, mais le but, c'est de les sensibiliser vraiment. Oui, oui. Mais par exemple, ils sont souvent aussi intéressés de leur point de vue sur le principe de la neutralité, enfin, des choses qu'ils connaissent, qui se baladent, et puis nous, bah, on raccroche pour essayer de leur donner un peu ce qu'il y a derrière. Puis les choses les plus courantes, comme le droit à l'image, le droit à la vie privée, que les jeunes peuvent ne pas respecter en allant sur Internet. Donc c'est pour les sensibiliser. C'est ça. Ils sont aussi intéressés par la cybercriminalité. Ouais. Voilà. Le cyberharcèlement, ouais. Parce que ça Mais c'est pas que vous arrivez à chaque fois à rattacher finalement à une règle de droit. on essaye. Ouais. Oui, c'est le but, mais du coup, parfois, ça demande des questions quand même. Enfin, vous allez retrouver des règles très, très précises, difficiles à expliquer, non? Oui. Oui.